Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Merci d'être venus ici donc à l'espace Ripon. Vous avez vu le titre. Ce soir, nous recevons Christian Mailleux sur le thème Où va la France entre montée du fascisme et résistance sociale. La France, comme l'Europe et le reste du monde, a connu et a vécu une forme de conversion et d'arrivée du néolibéralisme dans les années 80. L'arrivée du néolibéralisme en France s'est fait de manière moins directe que ce qu'a pu connaître le Royaume-Uni par la personnification de Margaret Thatcher, mais le néolibéralisme s'est quand même répandu en France, et d'ailleurs le Parti socialiste y avait joué un grand rôle. En Suisse romande ou en Suisse française, comme on peut aussi la nommer, il y a toujours eu une certaine influence quand même politique de la situation en France. En regardant beaucoup ce qui s'y passait, pour citer un humoriste suisse qui est Thomas Wiesel, il disait que les Suisses romands aimaient bien regarder ce qui se passait en France, comme ça ils pouvaient se spoiler sur ce qui allait leur arriver dans 20 ans plus tard, ou dans 10 ans plus tard. Donc c'est pour pouvoir voir un peu aussi ce qui se passe. Et puis la France, c'est un pays qui a connu quand même de grands mouvements sociaux intermittents. On ne va pas tous les reprendre, mais juste se concentrer aussi sur les derniers. Donc je vais seulement parler de ceux à partir du moment où j'étais né. On va partir que de ce moment-là. Non, il y avait 1995 avec ces grandes grèves qui avaient marqué, auxquelles on avait apporté une certaine solidarité aussi. Grèves qui ont été retenues comme étant victorieuses dans la culture, j'ai envie de dire, de gauche francophone. Personnellement, moi, dans les mouvements que j'ai plus connus, c'était la lutte contre le CPE, le contrat première embauche en 2006, lutte qui a aussi été retenue comme étant victorieuse. Ça fait partie d'ailleurs, plus sur le plan personnel, mon entrée dans le militantisme, où les étudiants et les étudiantes voulaient lutter contre ce nouveau format de contrat spécial jeune, qui était tout simplement un contrat de précarité, et qui était une attaque contre les droits des salariés. Et ensuite, si je pousse un peu en accélérant, vite fait, je passe plus dans les années 2000, entre 2002 et 2012, pendant ces 10 années-là, où d'ailleurs la droite est au pouvoir en France, il y a une forme de lutte de plus en plus mise en avant sur les questions référentielles, je dirais, culturelles et structurelles contre tout mouvement social et contre les grèves, avec cette phrase de Sarkozy qui avait dit « on ne voit plus les grèves en France tellement il y en a ». Donc une attaque perpétuelle face aux méthodes de lutte qu'utilisaient les salariés pour se défendre dans un contexte de progression du néolibéralisme qui voulait toujours prendre plus aux salariés. On avait aussi, après la révolte, ce qui avait été appelé la révolte dans les banlieues, avec un fond clairement raciste et islamophobe qui était diffusé sur le plan médiatique face à ces jeunes en marge qui se révoltaient, et une difficulté de lier malheureusement toutes les luttes, une difficulté que l'on connaît que trop bien. Depuis ces dernières années, vraiment si je me prends plus aux dernières années, où les attaques néolibérales se sont quand même pas mal succédé, j'avais parlé du PS il y a genre 1 à 2 minutes, où à travers un parti socialiste au pouvoir officiellement, avec François Hollande comme président, on a pu voir une accélération de certaines de ces attaques contre les salariés et aussi contre les libertés collectives, la loi travail, la loi El Khomri, qui porte le nom El Khomri, mais qui pourrait s'appeler El Khomri Macron si c'était plus assumé. Le mouvement Nuit debout également, centré à Paris. Et ensuite, on a eu l'enchaînement avec Emmanuel Macron président, où les choses sont encore plus accélérées. La loi de sécurité globale, la réforme des retraites. Et plus récemment, on a été très marqué, alors plus par un mouvement social particulier qui était les Gilets jaunes, qui a émergé en dehors des structures plus habituelles syndicales que nous connaissons. Des luttes dans la santé, avec notamment beaucoup de travailleuses et travailleurs de la santé qui sont sortis de l'hôpital, ce qui est des fois plus rare, pour défendre le droit des patientes et des patientes et leurs conditions de travail, des médecins qui jetaient leur blouse face aux plus grands directeurs. Et encore sur les derniers temps, en lien avec le Covid, on a entendu parler du convoi de la liberté, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur tout, mais on voit une multiplication de ces luttes sociales qui prennent différentes formes, qui ne sont pas forcément liées, qui luttent sur différents sujets, avec la présence plus ou moins de militants et de militantes expérimentés ou issus, on va dire, du mouvement syndical ou plus, de la gauche internationaliste. Voilà. Donc on a le retour finalement, et la visibilité d'un acteur sociopolitique qui tente de résister. Cet acteur sociopolitique, ce sont les opprimés, ce sont les classes populaires,
qui lutte avec les moyens du bord, si j'ose dire, donc et notamment sur les différents, ce que j'ai abordé il y a quelques temps, et avec en face une propagande gouvernementale et une communication gouvernementale qui continue toujours d'aller de l'avant, comme j'avais déjà cité Sarkozy juste avant. Et dernièrement, on a pu apprécier des propos qui essayaient vraiment de diviser, de séparer entre le bon et le mauvais. On avait les islamo-gauchistes, wokistes de l'université qui influençaient la gauche, etc. On nous opposerait une vraie gauche face à une fausse gauche, une gauche woke qui serait pas la vraie gauche, etc., etc. Relayé par un gouvernement qui se revendique théoriquement ni de droite ni de gauche et libéral, mais qui, dans les faits, montre la réalité de diffusion d'idées dont certains décrivent comme fascisantes, avec une fascisation de la société française, toujours débattu ce terme, mais du moins une certaine présence de l'idéologie fasciste ou de ses reliquats ou de ses variantes qu'on a pu voir plus récemment avec plus de 30% des voix donc du corps électoral français qui s'étaient déplacés pour aller voter pour l'élection présidentielle, parce qu'il y avait quand même une très forte abstention. Donc plus de 30% des voix qui sont allées vers l'extrême droite. Donc dans cette dynamique-là, ce qui est un bloc immense, équivalent au bloc dit de gauche, qui lui aussi avait obtenu à peu près un tiers des voix pour les personnes qui s'étaient déplacées. Donc c'est dans cette situation que j'ai très rapidement résumé de propagation des idées fascisantes, de multiplication de luttes sociales et de tentatives de défense par cet acteur sociopolitique qui résiste et qui essaie de se protéger, que nous avons décidé de t'inviter, Christian Mailleux. Donc je te présente pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu étais cheminot à la gare de Lyon de 76 à 2013. Tu as été militant CFDT puis après à Sudrail, en étant secrétaire de la fédération Sudrail de 99 à 2009, secrétaire national aussi de l'Union syndicale solidaire de 2008 à 2014. Maintenant tu es retraité. Et tu co-animes le réseau syndical international de solidarité et de lutte, et tu coordonnes les cahiers Les Utopiques dont il y a des cahiers en vente ici, et c'est quelque chose qui paraît assez régulièrement. Je vous invite à vous abonner, c'est toujours très intéressant ce qu'il y a dedans. Plus récemment, tu as publié chez les éditions Sileps ce livre Coup pour coup, désobéissance ferroviaire, qui sont des petits textes qui essaient toujours de faire de moins de 100 pages et qui ont pour but de rendre coup pour coup les attaques du néolibéralisme pour se défendre, pour résister, pour montrer qu'il existe une résistance avec, je l'espère, des possibilités d'espoir. Voilà, vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, donc je vais te passer la parole, j'attache juste ton micro au t-shirt. Tu m'habilles d'abord ? Je t'habille. Pour essayer de répondre, alors non pas à la question où va la France, j'y reviendrai à la fin parce que je ne me sens pas en capacité de répondre et de faire des prédictions de cet ordre-là, aucune prédiction du tout d'ailleurs, mais pour essayer de répondre en tout cas à la demande sur l'intervention, je vais reprendre en fait une partie de ce que tu as évoqué en me concentrant sur ce qu'on pourrait appeler la période Macron, avec quelques petits retours sur des trucs d'avant, mais essentiellement sur la période Macron, et pour dire que sur cette période Macron, donc pour faire simple, 2017-2022, du point de vue des mobilisations politiques, sociales, syndicales. Et si je dis politique, sociale, syndicale, c'est parce que je fais partie de celles et ceux qui pensent que... alors je cause en tant que syndicaliste, ça a été dit dans l'introduction, mais en considérant que je fais partie de celles et ceux qui considèrent que le syndicalisme en soi, en tant qu'organisation autonome des travailleurs et des travailleuses, pour le dire très rapidement, mais très précisément aussi quand même, parce que c'est que ça et c'est tout ça, que le syndicalisme en tant que tel fait de la politique, quoi. Si tant est qu'on considère que faire de la politique, c'est pas simplement se préoccuper de la chose en termes d'élection dans le cadre des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, du coup, et ça, c'est un truc sur lequel ça fait un petit moment que j'essaye de trouver une solution, mais c'est
trouver un mot, en gros, qui correspondrait à politique sociale, sociale et politique, politique et sociale, dans un ordre, dans les deux, bref, ou dans l'autre, et les deux mêlés, parce que je pense que voilà, tout ça, en fait, fait une seule chose, et que j'ai bien conscience en même temps que quand on dit qu'on fait de la politique, évidemment, c'est compris comme la question, en gros, des organisations politiques, pour le dire comme ça, alors que je pense que ça va largement au-delà de ça. Donc, cette discrétion étant faite, voilà, j'en reviens à ce que je disais. Sur la période Macron, je pense qu'en termes de mobilisation, donc sociale, politique et syndicale, on peut retenir trois grands moments. Le premier, donc ça a été évoqué, c'est tout ce qui concerne la mobilisation des Gilets jaunes, fin 2018, fin 2019, même si dans les faits, ça a continué après, je vais y revenir, mais en gros, pour découper, on peut considérer ça, les Gilets jaunes fin 2018, fin 2019. Il y a une deuxième séquence qui est quand même assez importante, même si la fin qu'elle a connue est un peu bizarre, c'est la grève contre la énième contre-réforme sur les retraites. Donc ça, c'est fin 2019, début 2020, donc voilà, deuxième période. Et la troisième, c'est ce qui s'enchaîne avec ça, et ce qui fait qu'il n'y a pas eu de fin, en fait, en vrai, à ce mouvement de grève, et je vais y revenir après. La troisième, c'est tout ce qui est autour de la crise sanitaire, en fait, 2020-2021, quoi. Encore une fois, les trois échéances que je donne, c'est pas des trucs scientifiques évidemment, et c'est complètement discutable parce que, comme je disais, le mouvement des Gilets jaunes, il a été réellement au-delà de la fin 2019. Il existe même en fait encore pour quelques collectifs, mais bon, honnêtement là aujourd'hui, c'est totalement marginal. Mais par exemple sur Paris, il y a tous les samedis un groupe de Gilets jaunes qui continue à faire des manifs, ou en tout cas aller aux manifs qui existent en tant que Gilets jaunes, etc. Mais honnêtement, en tant que mouvement de masse, comme ça l'a été, le mouvement des Gilets jaunes n'existe plus aujourd'hui, mais il a effectivement été au-delà de la fin 2019, même si je coupe là par facilité, parce que ça permet d'enchaîner sur la grève retraite. Même chose sur la grève retraite. Je l'ai dit, fin 2019, début 2020. Pourquoi début 2020 ? Parce qu'en fait, on enchaîne derrière sur la crise sanitaire, le confinement en France mi-mars, et du coup, la grève a été confinée, si on peut le dire, mais du coup, y compris l'application de la contre-réforme a été aussi confinée, quoi, hein. Donc on s'est trouvé après dans une période où y compris les déclarations gouvernementales ont été un peu contradictoires sur le sujet, pour finir en fait par, en tout cas, pas l'appliquer sur le mandat qui vient de se passer. Et la troisième étape, c'est pareil, on peut crise sanitaire, je dis 2020-2021, voilà, on peut se demander. Je dis pas qu'elle n'existe plus quand je dis ça, hein, voilà, c'est franchement pour essayer de borner un peu les choses et par facilité. Si ce n'est fainéantise de ma part. Voilà, donc c'est ces trois périodes. Et évidemment, j'ajoute, parce que faut le dire, même si je ne vais pas m'étendre dessus là, parce que l'exercice est un peu contraint, mais évidemment, dans ces périodes-là, dans la période 2017-2019, il y a eu aussi tout un tas d'autres mobilisations de masse, hein, sur les questions féministes, antiracistes, écologistes, contre les violences policières aussi d'ailleurs, voilà, plein de choses comme ça. Et parce je pense qu'on ne le dit pas assez souvent quand on en cause, comme partout dans le monde, plein de luttes locales dans plein d'entreprises sur des questions qui peuvent parfois paraître peut-être très minimes, mais qui constituent aussi tout un pan des luttes sociales, et dont on cause très rarement, non seulement à travers les médias, mais y compris dans les milieux militants. On a tendance à passer ça un peu sous silence, parce que ça,
Voilà, ça fait partie de la vie quotidienne. Oui, on sait que dans les boîtes il y a des trucs, mais on sait tellement que c'est tellement banalisé que on oublie d'en causer, et que je pense que ça pèse aussi parce que à force de pas causer aussi des choses qui se font collectivement, ça entretient en fait cette espèce de bataille, de bataille qui est menée par nos ennemis sur la question idéologique et sur le fait que les luttes collectives n'existent plus, et alors que elles existent. Pas forcément, et je ne vais pas raconter qu'elles sont aussi fortes aujourd'hui qu'elles l'ont été il y a quelques dizaines d'années, évidemment, mais en tout cas, ça existe. Donc, sur les gilets jaunes, pareil, je vais pas faire on va pas faire une soirée sur les gilets jaunes. En plus, je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'en discuter, j'imagine. Mais quand même, quelques éléments. Premier point, je crois que j'ai déjà dit, mais j'insiste dessus parce que dans les milieux militants, en tout cas en France, ça a été quand même un objet de discussion pendant très longtemps, cette affaire du mouvement des Gilets jaunes. Le premier point, c'est que c'était réellement un mouvement de masse quand même. Contrairement à ce qui a pu être appréhendé par un certain nombre de camarades, en tout cas pendant des semaines et des semaines, parce que ça a été un peu difficile au début à percevoir peut-être cette dimension, mais c'était vraiment un mouvement de masse. Alors c'était un mouvement de masse, mais un mouvement de masse avec quand même une particularité par rapport à plein d'autres luttes sociales et politiques qu'on a pu connaître. Un mouvement de masse essentiellement dans les petites villes, moins dans les grandes villes, et en tout cas un mouvement de masse qui a très longtemps, pendant le début, et en dehors je ne parle pas des manifestations qui avaient lieu à Paris le samedi, mais le mouvement en tant que tel, c'est-à-dire ce qui a pu se passer ailleurs autour de ce qu'on a souvent décrit sur les ronds-points, puisque c'était le lieu symbolique de rendez-vous du mouvement des Gilets jaunes, avec une différence vraiment essentielle entre la région parisienne, où en fait il ne s'est rien passé de ce point de vue-là. Je parle de construction du mouvement des Gilets jaunes, avec des collectifs qui se réunissent, etc. Il ne s'est rien passé pendant des semaines, si ce n'est même un peu plus. En tout cas, toute la fin de l'année 2019, c'est en gros le mouvement a réellement démarré mi-novembre. Donc voilà, on a un mois et demi où il n'y a pas de mouvement des Gilets jaunes en région parisienne. Il y a les manifs du samedi, mais qui ne sont pas d'ailleurs des manifs région parisienne, puisque ça a été compris expliqué, c'est avec plein de gens et avec en plus l'expression qui montent à Paris, mais c'était réellement ça. Et alors que c'est un mouvement qui a vraiment été ancré dans la réalité populaire, dans le reste de la France, quoi, réellement, quoi. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est l'explication d'une partie, parce que je pense qu'il y a sûrement d'autres raisons au blocage de certains courants politiques, syndicaux, associatifs, etc. sur la question, mais il y a une partie en fait qui n'a pas compris le truc, parce qu'en fait ça se passait pas chez eux, chez elles, c'est-à-dire à Paris, en région parisienne, et que y compris en France, l'organisation de tout est quand même beaucoup centralisée sur Paris, y compris les organisations associatives, en tout cas les associatives nationales, mais en tout cas les organisations syndicales et politiques, par exemple. Évidemment que ça existe partout en France, mais les sièges nationaux, ils sont tous à Paris, les équipes nationales sont à Paris, et que ça a vraiment contribué, je pense, à une incompréhension du mouvement pendant des semaines et des semaines. Autre caractéristique, c'est que c'était quand même, les revendications portées par le mouvement des Gilets jaunes, c'est des revendications économiques. Ça a démarré autour des histoires effectivement de taxation de l'essence, etc. Alors, y compris justement avec les discours que ça a pu amener derrière, en disant que c'était pas bien de prendre que le vrai problème par rapport à l'essence, c'est qu'il faut plus utiliser les voitures, quoi. Ce qui est plutôt juste dans l'absolu, ce qui est un tout petit peu plus compliqué quand on habite dans des villes où
La notion de métro n'existe pas, la notion de bus non plus souvent, ou alors il y en a un le matin, il y en a un le soir pour aller à la grande ville plus loin, etc. quoi. Donc des revendications économiques, mais pas uniquement là-dessus, parce qu'il y a y compris très rapidement des revendications économiques sur les questions du SMIC, enfin bref, du minimum pour vivre ou survivre, et aussi très rapidement des revendications d'ordre démocratique. Alors là aussi, avec des choses dont on peut dire. Alors en plus, je n'avais pas pensé que j'étais en Suisse, mais non, parce qu'un des trucs mis en avant, évidemment, ça a été l'histoire du référendum d'initiative citoyenne, y compris, évidemment, vous devez vous en douter, avec l'exemple de la Suisse, où c'est vachement super parce que vous avez les référendums, machin, etc. Bon, comme je connais un peu, voilà, pas la peine de m'expliquer en quoi les réserves que vous avez sur le sujet, mais évidemment, ça a été, voilà, c'est cette question-là, mais pas simplement ça. Il y a vraiment eu moi j'ai eu du coup, il se trouve que dans ma vie personnelle, du coup, depuis quelques années, je suis grosso modo en 2 tiers en région parisienne et 1 tiers dans le sud-ouest de la France, dans une petite ville en dessous de Toulouse, à Saint-Gaudens, qui est l'archétype vraiment d'endroit où s'est passé le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite ville et où il y a vraiment une mobilisation de masse, et y compris, j'ai été à quelques AG, et avec des gens qui discutent vraiment des questions démocratiques, mais comment se décident les choses en fait dans le pays, enfin voilà, des trucs vraiment très surprenants, mais voilà, comme on connaît quand il y a des mouvements de masse qui existent et qui s'installent un peu dans la durée. Et oui, et dernier point, c'est que ça a été ce mouvement des Gilets jaunes pour une très grosse partie de celles et ceux qui y ont participé. Ça a été en fait un moment de découverte de l'action collective, parce que c'est vraiment la majeure partie de la population qui s'est impliquée dans ce mouvement des Gilets jaunes. C'est une partie de population qui n'avait pas forcément animé des grèves avant, qui n'avait pas forcément animé un syndicat étudiant avant, ou des luttes à la fac avant non plus. Enfin, c'est pas ce profil-là, quoi. Et donc il y a tout cet aspect découverte d'un mouvement collectif. Accessoirement, ça a été aussi très rapidement la découverte, mais vraiment la découverte aussi, des violences policières. C'est-à-dire que c'est des gens, voilà, ils savaient que ça existait en gros, et puis les manifs, oui, ils voyaient bien à la télé des fois qu'il y avait des trucs, mais bon, c'est quand même parce que il y a des gens qui cassent des vitrines, bidules, machin, donc faut bien faire quelque chose, etc. Là, ils se sont aperçus que c'était elles et eux qui étaient victimes des violences policières juste parce qu'ils restaient sur des ronds-points ou plus traditionnellement après quand ça s'est installé, ou qui bloquaient des péages d'autoroute par exemple, quoi. Sans parler des violences dans les manifs même d'ailleurs sur un certain nombre de villes, quoi. Et face à ça, il y a eu aussi, il y a eu une réponse insuffisante clairement du mouvement, ce qu'on peut appeler le mouvement ouvrier, au sens très large, syndical, politique, y compris la partie associative, même si ça se pose moins directement, mais en tout cas syndical et politique. Il y a vraiment une insuffisance de réponse, et y compris ce que je disais tout à l'heure sur la réponse sur la revendication première sur la question de l'essence, quoi, avec quand même des attitudes qui frisaient un peu, à juste titre. On parle du mépris de classe de Macron et compagnie, etc. C'est complètement juste. Il y a eu quelques réponses qui frisaient aussi ça quand même de la part d'une partie du mouvement syndical et politique, quoi. C'est qu'en gros, on avait affaire à des gens qui comprenaient rien à rien. Et je vous passe sur ah oui, mais quand on était la dernière grève sur les retraites, en fait, ces gens-là, ils ont pas fait la grève. Vraiment des trucs qui se disent, c'est normal que ça se dise d'ailleurs. Et par ailleurs, dans une grève, dans n'importe quelle grève, il y aura des gens qui vont dire ah oui, mais lui il fait grève aujourd'hui. S'il l'avait fait il y a 3 mois, on n'en serait pas là, quoi. Je veux dire, mais ça c'est normal que des gens disent que dans un mouvement de masse, qu'il y ait des réflexions comme ça. C'est, je pense, plus problématique
quand ça vient d'animateurs ou d'animatrices de mouvements syndicaux ou politiques. Et c'est quand même ce qu'on a vécu. Et je le dis parce que ça explique aussi pourquoi il y a une réelle difficulté à ce que le mouvement des Gilets jaunes, avec ce que j'en dis sur le côté ancrage de masse, les revendications qu'il portait, le souci de la démocratie, etc., pourquoi ça s'est quand même si peu traduit à la fin par un renforcement des organisations syndicales et politiques. Alors, après, et justement pour faire un peu parler du deuxième aspect de ce qui est évoqué dans la présentation, il y a la question de la place de l'extrême droite, y compris dans ce mouvement, parce que c'est un truc qui serait complètement idiot d'évacuer, et que, alors il y a eu, et c'est vrai que, par exemple, au moment du tout début du mouvement, donc la période en gros qui va de fin octobre à mi-novembre, parce que je me rappelle plus, les premiers appels c'est c'est entre le 15 et le 20 octobre, je pense que ça se lance. Voilà. Tout ça circule donc pour arriver jusqu'à mi-novembre 2018. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a l'extrême droite organisée, le Front National, le Rassemblement National, qui y compris soutient l'appel, hein, très clairement, sur le côté accompagnement d'un truc qui se veut populaire, etc. Enfin, c'est toute une partie de la stratégie du Front National, Rassemblement National en France. Donc ça c'est réel. La première question quand même, c'est du coup, est-ce que ça en soi, ça veut dire que du coup, les organisations du mouvement ouvrier doivent s'effacer parce que comme le Front National, Rassemblement National essaye de mettre la main dessus, du coup, est-ce qu'on doit s'effacer? Je pense que c'est pas la bonne réponse, mais bon, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais par exemple, un truc très significatif, c'est que le premier samedi en question d'occupation des ronds-points, de blocage des routes, etc., dans la foulée du samedi, puisque le mouvement n'avait pas encore pris son rythme, évidemment par définition de points forts tous les samedis, quoi, en fait. Hein. Les premières questions qui se posent, c'est le dimanche et le lundi, c'est et d'ailleurs c'est significatif parce que c'est des gens, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas une culture de grève, dans les boîtes. Mais en fait, les questions qui se posent, c'est on reconduit le mouvement, quoi, avec toute l'ambiguïté, hein, qu'on reconduit un truc, on reconduit une occupation des ronds-points, mais en vrai, on ne reconduit pas une grève, on ne reconduit pas, toute l'ambiguïté de la chose. Mais en tout cas, c'est ça, on reconduit le truc, on continue les blocages, etc. Et là, dès le début de la semaine, il y a les interventions de Marine Le Pen sont très claires. C'est non, mais là, en fait, elle reprend ce que dit le patronat. C'est elle dit oui, vous aviez raison samedi parce que quand même, puis le gouvernement il est pas bien, machin, et puis vous les pauvres gens, le discours Front National, Rassemblement National classique. Donc on vous soutient, mais là par contre quand même faut pas non plus, en gros faut pas mettre l'économie par terre, quoi. Et ça dès le début de cette première semaine après le premier samedi. Ceci étant, il y a je pense deux choses qu'il faut quand même dire encore une fois sur l'extrême droite, c'est qu'il y a, et ça encore c'est vraiment une vraie, j'insiste peut-être trop, je sais pas, à vos yeux, sur l'histoire Paris et reste de la France, mais il y a une différence là aussi essentielle, c'est sur les manifs du samedi à Paris, et notamment, pour le coup, les premières de la fin de cette année, là, 2018, au moment, novembre, décembre, et même les premières de janvier, il y a vraiment une présence organisée de courants d'extrême droite. Ça, c'est clair, y compris, c'est même visible sur les images qu'on peut voir, etc., etc. Et, ça, c'est réel. C'est un réel problème. Encore une fois, je le dis,
les manifs du samedi à Paris, à ce moment-là, elles se passent dans un contexte où en fait il n'y a pas de mouvement des Gilets jaunes à Paris. Hein, donc ça s'appuie pas effectivement sur des trucs, des collectifs, etc. Et c'est pas un truc qu'on retrouve dans les manifs qu'il y a dans le reste de la France où il peut y avoir où il y a eu très probablement des gens d'extrême droite dans les manifs. Il ne faut pas être naïf ou naïve évidemment. Mais pas avec la présence organisée qu'il y a pu y avoir dans les premières manifs sur Paris. Par contre, sur les ronds-points, il y a un autre aspect qui est vraiment, de mon point de vue, c'est autre chose, parce que c'est aussi un des trucs qui a été pointé par un certain nombre de militants et de militantes, c'est de dire non mais il y a plein de gens, on voit, y compris quand ils sont interrogés à la télé ou dans les machins. Puis moi j'y suis allé, j'ai entendu des gens qui tenaient des propos racistes, sexistes, voilà. Et ça évidemment, mais là c'est pareil. Moi j'ai toujours fait le parallèle entre quand on se retrouve en situation de co-animer une grève dans une boîte, et quand je parle d'une grève, c'est une grève qui dure sur plusieurs jours. Hein, donc voilà, avec des assemblées générales, des gens qui discutent, et un truc qui dure. Une vraie grève comme ça, si elle fonctionne, en vrai, ça veut dire qu'elle fonctionne, y compris avec des gens qui, en fait, ont dû voter, vu où on en est en France sur le vote, ont dû voter pour le Rassemblement national le dernier coup. Ça fonctionne avec des gens qui, effectivement, de temps en temps, de temps en temps ou même très souvent, ont des propos racistes, sexistes, etc. Oui, ils sont dans la grève, ces gens-là. Voilà. Et la question, c'est comment on fait, quoi. Et ça a été la même chose sur les Gilets jaunes. C'est comment on fait. Est-ce qu'on considère que du coup, oulala, c'est pas propre, du coup, on n'y va pas. C'est scandaleux, et donc du coup, en gros, on les engueule, on les insulte et on les vire. Et là, je parle du côté grève. Ou alors, on considère que justement, c'est des moments, et les questions sur les moments de rencontre sur les gilets jaunes, pour les gilets jaunes sur les ronds-points et les AG qui tenaient très régulièrement étaient des moments comme ceux des assemblées générales pour des grévistes. C'est des moments où justement, les gens qui ont des propos de ce genre-là, en fait, c'est des moments d'accélération vraiment très forte en termes de prise de conscience, parce que c'est des gens avec qui on peut, d'une part, qu'on a plus de temps de discuter, parce que on est, si ce n'est 24 heures sur 24, mais en tout cas beaucoup plus d'heures à côte et à discuter, etc. Et c'est le même phénomène sur une grève, et donc ça permet effectivement de discuter, de discuter avec ces gens-là, y compris d'essayer de faire évoluer sur cette question-là. Donc voilà, je termine sur l'histoire des Gilets jaunes, parce que voilà, sur la question, pour le coup, où va la France entre mouvement social et, si ce n'est fascisme, en tout cas vers le... non mais ça j'arrive pas à le dire, c'est pour ça que j'ai dit vers le fascisme, fascisation, voilà. Pour le coup, vraiment, je pense que c'est vraiment un vrai sujet de comment on réagit par rapport à ce type de situation. Deuxième truc que je vais évoquer plus rapidement, parce que, y compris pour le coup, ça a été plus rapide, mais ça mérite quand même d'être dit, c'est qu'il y a eu un nouveau mouvement de défense, contre un nouveau mouvement contre une nouvelle contre-réforme des retraites en France. Alors bon, les contre-réformes des retraites en France, c'est comme ailleurs, hein, mais c'est pas les mêmes années, mais c'est à peu près comme ailleurs. Hein, depuis, il y a eu 93, 95, dont tu as eu, je pense, raison de dire c'est présenté comme une victoire, ou c'est vécu comme une victoire, parce que je ne suis pas certain que d'un point de vue, si on peut dire, j'allais dire purement historique, on puisse considérer que c'est une victoire, mais 93-95, et après il y a toute la série 2003, 2007, 2010, etc., etc. Et donc on arrive effectivement à 2019 avec une énième contre-réforme sur les retraites. Pourquoi j'en cause ? Parce que je pense que c'est intéressant sur l'aspect construction d'une grève reconductible, alors, en l'occurrence d'une grève reconductible, interprofessionnelle et nationale, quoi. Ce qui est quand même pas rien.
cette fois, c'est parti. Je dis cette fois parce que sur les précédentes, il y a eu beaucoup les cheminots et les cheminotes qui ont été avec le jeu de mots. La locomotive, les cheminots et les cheminotes ont été la locomotive du mouvement social. Je pense que tous les journaux en ont fait des titres pendant des années et des années. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt sur la RATP, donc sur les transports urbains à Paris, donc métro, bus, RER à Paris. Et comment ça s'est passé? Alors, d'ailleurs, pourquoi eux? Un peu la même histoire que les cheminots sur plein de mouvements avant. C'est parce que, en fait, eux, ce coup-là étaient plus directement concernés sur la remise en cause de dernières conquêtes sociales qu'ils avaient encore par rapport à d'autres secteurs, quoi. En fait, en juillet 2019, il y a une intersyndicale qui se tient à la RATP, qui rassemble l'ensemble des organisations syndicales, sauf la CGT, et qui décide, donc face au plan du gouvernement de contre-réforme des retraites, d'appeler à une grève le 13 septembre. Donc premier truc, c'est, y compris l'aspect intéressant, hein, je pense, c'est on est mi-juillet, l'intersyndicale décide d'appeler à la grève mi-septembre. Il y a une partie de réaction dans les milieux militants, y compris très proches, hein, sur le côté mais c'est quoi ces conneries d'appeler à une grève que dans 2 mois? Évidemment, il y a toujours urgence, donc il faut le faire tout de suite. Bon, je vous passe les détails sur la capacité des équipes militantes quand même à organiser une grève au mois d'août. Bon, c'est voilà. Parce qu'évidemment, une partie des camarades qui disaient ça, de toute façon, ils partaient la semaine d'après en vacances. Hein. Mais bon, voilà. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a eu, pour le coup, y compris durant l'été, un vrai boulot de fait et avec une vraie dynamique intersyndicale. Alors un peu compliqué parce que je le disais, la CGT n'a pas voulu être dans l'appel unitaire. Jusqu'à fin août, ils ont refusé le truc. Comme manifestement, ça prenait quand même cette affaire. En fait, il y a eu 2 appels en parallèle, un appel intersyndical avec tout le monde sauf la CGT et un appel de la CGT en parallèle, ce qui, bon, pour la masse des salariés de la RATP voulait dire que tout le monde appelait à la grève, hein, parce que les subtilités de je suis pas dans l'appel commun mais je suis dans l'autre à côté, etc. Bon, par rapport aux salariés, c'est pas ça qui est important. C'était effectivement que tout le monde appelait à la grève le 13 septembre. Et il y a eu une grève. Alors, cette fois, je crois qu'on peut dire historique, même si c'est un mot qu'on utilise très très souvent dans nos milieux militants. Mais il y a eu une grève historique à la RATP, historique en termes de pourcentage de grévistes. Vraiment un truc énorme, pas connu depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Suite à ça, nouvelle intersyndicale, alors toujours avec quand même le souci côté CGT qui considérait que, enfin bref, qui n'a pas voulu rejoindre l'intersyndicale, mais nouvelle intersyndicale qui décide d'appeler et avec la même logique de se fixer en fait une échéance, d'appeler à la grève. Là, ils parlent que de la RATP, hein, évidemment, les camarades, puisque c'est l'intersyndicale de la RATP, d'appeler à la grève le 5 décembre. Je ne sais plus du tout pourquoi le 5 décembre, si ce n'est, je sais pourquoi ce n'est pas la raison, mais c'est la date de mon anniversaire, mais ça n'a aucun rapport. Ça, je vous le garantis. Mais pour le coup, en rebossant sur le truc, je suis incapable de me souvenir pourquoi... Je pense que c'était vraiment dans l'idée, voilà, de toute façon, on se donne du temps. Je suis pas sûr que le 5 décembre était la veille d'un truc, spécialement le 6. Je pense que ça a été le 5 comme ça aurait pu être le 8 ou le 3, quoi. Hein. C'était ça l'idée. Mais en tout cas, avec cette idée-là, ce qui est vraiment très rare, hein, que il y a un appel à l'échelle. Alors, la RATP, c'est pas national parce que c'est l'Île-de-France, enfin, même s'ils ont quelques filiales ailleurs, mais en gros, c'est les transports en région parisienne, mais ça a quasiment une dimension nationale, y compris par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. De toute façon, Paris, c'est la France, donc et donc une grève à Paris, c'est une grève nationale, quoi. Et pour de vrai, c'est vécu comme ça. Une grève à la RATP,
la presse nationale et la télé nationale à 20h en cause comme une grève nationale, alors qu'effectivement les transports à Marseille ou à Toulouse n'ont pas été perturbés, mais c'est présenté comme ça. Et donc il se donne effectivement 3 mois pour préparer ça. En même temps, en parallèle, il y a un certain nombre d'autres choses qui se font, y compris donc notamment au niveau de la SNCF, où les camarades de Sudrail prennent l'initiative de sortir avec les camarades de la RATP un appel commun d'ores et déjà pour dire que à la SNCF ils appelleront aussi le 5 décembre, ce qui entraîne du coup les autres orgas, les autres fédérations de cheminots à faire de même. Et donc il y a une vraie dynamique qui se crée, mais qui se crée en fait début octobre pour une grève annoncée le 5 décembre. Et ça a vraiment permis qu'il y ait un vrai boulot de fait de tournées syndicales dans les établissements, de diffusion de l'information, y compris sur le projet du gouvernement sur la contre-réforme des retraites, etc., etc., quoi. Et donc, je passe. Le 5 décembre, il y a eu une grève et des manifs très fortes, évidemment à la RATP, à la SNCF, même si c'était un peu moins fort, mais aussi dans pas mal d'autres secteurs. Et à partir de là, il y a effectivement un mouvement de grève reconductible qui se met en place, rythmé par des manifs assez importantes, et un mouvement qui quand même, avec des difficultés, parce que, y compris avec des difficultés qu'on connaît aujourd'hui maintenant depuis quelques temps sur les luttes sociales, sur les grosses luttes sociales en France depuis les dernières, là, c'est la question de la participation aux assemblées générales, et ce qui pose un problème. Alors, ce qui pose un problème et de démocratie, quand on considère que l'assemblée générale est vraiment le lieu de démocratie pour décider de la grève, non seulement décider de la poursuite ou de l'arrêt, mais y compris de la forme qu'on y met, etc., 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 et des revendications. Ça pose un problème démocratique, mais ça pose les deux sont directement liés d'ailleurs, mais ça pose un réel problème, y compris sur la dynamique même de la grève, parce que l'AG, le fait de se retrouver tous les jours, etc., ça crée, ça entretient en tout cas une réelle dynamique, et le fait qu'on ait des assemblées générales avec un peu moins de monde, c'est quand même une vraie difficulté. C'est en partie lié et pour le coup, mis à part faire des réflexions de vieux cons sur c'était mieux avant quand les gens ils avaient pas de téléphone portable et qui s'envoyaient pas des SMS pour se dire que la grève était reconduite, mais sauf qu'une fois qu'on a dit ça sert vraiment pas à grand chose. Donc il y a un constat, faut voir comment on arrive effectivement à recréer des conditions de démocratie dans les luttes qui passent pas par la disparition des téléphones portables et des SMS et des réseaux sociaux et des réseaux dits sociaux, quoi. Mais il y a quand même un mouvement qui se poursuit, qui réussit, même si c'est un peu essoufflé, à passer la fin de l'année, et qui existe encore, en fait, en tout cas à la RATP, à la SNCF et dans quelques autres secteurs, au moment où commencent à arriver les histoires de Covid, et qui en fait, un mouvement qui du coup était en partie quand même pour de vrai suspendu, même si ça n'a pas été dit, par les grévistes depuis, on va dire, les derniers trucs, je crois que c'est mi-février. Et à partir de là, il y a un mouvement qui n'est pas vraiment suspendu, parce qu'on commence à causer quand même, Covid, machin, ça commence à inquiéter tout le monde, on cause un peu d'autres choses, etc. Donc il n'y a pas de fin de la grève, quoi, d'une manière un peu bizarre. Et puis du coup, on enchaîne très rapidement sur le confinement qui est décidé je me rappelle plus le jour exact, mais en tout cas mi-mars 2019. Et du coup, à partir de là, sur ce sujet et sur cette grève, il y a une situation qui est devenue un peu, par définition très particulière vu le contexte. C'est que la grève c'est pas terminée. Alors pour le coup, oui, je sais que syndicalement on a dit on a revendiqué le fait que finalement on l'avait gagné puisque la contre-réforme n'a pas été appliquée, ce qui est vrai factuellement en tout cas, mais on peut pas dire que c'est la grève qui a été victorieuse et qui a permis ça, quoi. Voilà. Enfin, si, on peut le dire, mais on n'est pas obligé d'y croire quand on le dit, quoi. Voilà, plus exactement. On peut le dire, peut-être qu'on doit le dire pour, mais
En tout cas, c'est bien d'avoir un peu de lucidité des fois sur ce qu'on dit. Mais dans les faits, il y a un gouvernement dont la préoccupation devient évidemment autre chose que de faire passer en force son projet de loi à l'Assemblée nationale. Et du coup, le projet de loi en question a jamais été voté. Alors c'est peut-être un peu long et vous allez dire que c'est peut-être un peu hors sujet par rapport à l'histoire sur le rapport, l'évolution de la société par rapport au fascisme, etc. Mais moi, je ne crois pas, parce que je pense que c'est aussi une période où un certain nombre de jeunes salariés, et là c'est vraiment le cas, en plus, notamment dans les deux boîtes dont je parle, RATP, SNCF, qui sont quand même des boîtes où, même s'il y a des suppressions d'effectifs d'année en année, etc., et de moins en moins d'effectifs dans les deux cas, bien entendu, mais c'est quand même deux boîtes qui continuent à recruter aussi tous les ans des milliers de personnes, quoi. Enfin des milliers en tout cas pour la SNCF, sur la RATP, ça doit être un peu moins que ça, mais et donc du coup il y a des jeunes, c'est ça que je veux dire, et cette grève a aussi été un moment pour un certain nombre de jeunes. Effectivement, de découvrir l'action collective. Et je pense que c'est quand même un des remparts essentiels par rapport à la dérive vers le fascisme, l'action collective sur des bases de défense de notre classe sociale, pour le dire vite. Je pense que c'est important. Troisième temps, donc c'est l'histoire c'est l'histoire du Covid. Juste pour pointer quelques trucs qui me paraissent intéressants, moi, en rapport avec le sujet évoqué. Premier point, c'est de dire que ça a été quand même d'abord une période de redécouverte officielle, j'allais dire, mais y compris, alors officielle, bon, avec plein d'hypocrisie évidemment derrière, mais ça a été une période de redécouverte pour beaucoup de gens, et là, très sincèrement, de l'aspect les métiers utiles, quoi. Alors avec y compris les conneries qu'il peut y avoir derrière, hein, mais encore une fois, côté gouvernemental, toute l'hypocrisie qu'il y a. Bon, vous avez ici aussi, vous avez eu les trucs des applaudissements. Oui, c'était international en fait. C'est ça. Bon, je vous passe. Il fallait applaudir. Y compris le gouvernement appelait à applaudir. C'était à 20h, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Chez nous, je crois que c'était à 20h. Bref, y compris le gouvernement expliquait qu'il fallait à 20h applaudir les infirmiers et les infirmières contre lesquels 2 mois avant il envoyait les CRS, et contre lesquels de toute façon un an et demi après il renvoie à nouveau les CRS, hein, ça évidemment. Mais au-delà de ça, c'est quand même un vrai débat. La question d'une part que des gens redécouvrent que leur métier est complètement, particulièrement utile à la société, et au-delà des, j'allais dire de l'exemple facile en l'occurrence, parce que c'était tellement parlant là, l'histoire de tout le personnel de santé, quoi, évidemment, mais au-delà de ça, quoi, il y a quand même plein de gens qui se sont aperçus que ils étaient parce que le début du confinement, en tout cas en France, c'est vraiment le premier confinement, c'est quand même le côté personne sort de, y compris moi, hein, personne ne savait comment ça marchait ce truc-là, le Covid, mais je crois qu'on s'est... Bon, peut-être que ça reste compliqué. Voilà, bon, ça me va comme diagnostic. Finalement, je peux être médecin aussi, alors. Mais non, mais je veux dire, il y avait quand même une espèce de tétanisation un peu, et le côté on sort pas du tout, etc., pour de vrai, quoi. Et par exemple, c'est très con, mais quand on sort pas au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est vachement utile quand même les éboueurs, hein, qui passent à 6h du matin pour ramasser les poubelles, et qui eux continuent à bosser, quoi. Parce que sinon c'est compliqué dans les maisons, quoi, au bout d'un moment, quoi, si les éboueurs ils passaient pas, quoi. Et les éboueurs, c'est vraiment typique de métier de ce qu'on appelle à juste titre les métiers invisibles, hein. C'est quelque chose qui n'existe pas, quoi, hein. Normalement, on sort sa poubelle, on sort sa poubelle, elle est pleine, on la re-rentre, elle est vide,
personne se pose la question de pourquoi il y a des gens qui le font, etc., etc. Et c'est valable franchement pour un certain nombre de trucs. Et je pense que ça c'est un truc quand même extrêmement important, c'est la redécouverte de l'utilité de certains métiers. Deuxième truc, et alors là, ça a été notamment flagrant effectivement dans le personnel de santé, dans les hôpitaux, en tout cas en France, c'est tout le côté remise en cause en fait de la hiérarchie. J'allais dire au deux sens du terme, c'est la hiérarchie dans la boîte, parce que y compris avec la situation qu'il y avait en fait, et là au-delà de l'hôpital, hein, même dans plein de boîtes, en gros les chefs, ils savaient plus quoi. Enfin voilà. Donc c'est en gros une espèce d'autogestion pas du tout théorisée en fait, mais qui s'est un peu mise en place quand même dans un certain nombre de secteurs, parce que voilà. Alors, encore une fois, hein, pas forcément théorisée, et c'est peut-être une des faiblesses par ailleurs du mouvement syndical et politique, c'est de pas avoir réussi à s'appuyer là-dessus pour justement mettre ça en avant vis-à-vis des chefs, mais y compris vis-à-vis de l'État et des institutions, quoi. Parce que avec tout le sketch. Et donc en France en tout cas ça a été vraiment une caricature quoi, l'histoire, notamment les premiers mois quoi, hein, les histoires sur les masques ça sert à rien, 2 jours après il faut absolument mettre un masque, mais en fait finalement il faut plus, et puis de toute façon mais finalement si c'est super important, il faut absolument mettre les masques à partir de demain matin 6h, mais en fait on n'en a pas. Mais quand même, c'est obligé de les mettre, et si vous ne les mettez pas, vous aurez une amende, mais en fait, on ne peut pas vous en fournir. Enfin bon, c'était quand même... je veux dire, en termes de décrédibilisation, là, c'était vraiment quelque chose. Et là aussi, c'est comment, effectivement, les organisations qu'on peut qualifier de progressistes utilisent ce genre de situation, ou alors on laisse faire. Et effectivement, si on laisse faire, après on dit oui, les gens ils s'intéressent plus à la politique est décrédibilisée avec les discours qu'ils ont eus pendant la crise du Covid, etc., etc. Donc je pense que là aussi c'est comment effectivement on réussit là-dessus. Et tout à l'heure je disais oui, il y a eu des trucs dans les boîtes vraiment sur on essaye de se démerder comme on peut, et donc du coup même si c'est pas théorisé, quelque part un peu d'autogérer les trucs. Il y a eu aussi des initiatives de ce genre-là quand même dans un certain nombre de localités, sous des histoires de cantines solidaires, de distribution de bouffe, etc. quoi aussi. Hein, des trucs dans les fêtes auto-organisés quoi. Il y a du coup ça induit ensuite toutes les luttes sociales qu'il y a pu y avoir effectivement, notamment dans le secteur de la santé. En même temps, cette période-là, Covid, y compris justement avec ce que je disais tout à l'heure sur le côté complètement que ça a décrédibilisé la parole politique en fait à travers le gouvernement, hein, quoi qu'on en dise, ça a aussi laissé la porte ouverte à vraiment à une accélération en fait des thèses dites complotistes. Alors, en plus complotistes, je trouve que c'est pas bon. Je pense qu'on se comprend quand je dis thèse complotiste. Je trouve que complotiste c'est pas un bon truc, parce que je trouve que ça définit pas assez bien ce que c'est en fait. Mais bon, bref. Et du coup, on a eu là aussi, on a eu le problème. Et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur les gilets jaunes, parce qu'on s'est retrouvé là. Plutôt sur 2020, effectivement, avec la place laissée par les organisations syndicales, politiques, je reprends le terme de progressistes, dites ce que vous voulez, hein, révolutionnaire si vous voulez, ça me pose pas de souci, et bien au contraire. Mais avec la place laissée, on s'est retrouvé effectivement dans un espèce de truc où il y avait des restes, entre guillemets, du mouvement des gilets jaunes mal digéré sur le côté de toute façon personne s'intéresse à nous, et c'est vrai que c'était ça aussi le côté gilets jaunes, avec ce que je disais sur la France en dehors de la région parisienne, hein, pour caricaturer, personne s'intéresse à nous, on n'existe pas, etc., etc. Et un espèce de retour de ça, plus du coup les thèses complotistes, y compris autour du Covid. Alors je pense que tout le monde a des exemples de trucs qui se sont racontés, mais je pense vraiment que là il y a vraiment un truc qui s'est joué effectivement
autour de la décrédibilisation en fait du discours politique, et que dans des périodes alors par définition vraiment la période confinement, Covid, etc., c'est quand même une période d'instabilité totale, puisque c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Et du coup, voilà, ça permet effectivement d'avoir effectivement un développement de ce genre de discussion, en sachant que en même temps, et là je viens un peu sur la partie est-ce qu'on va vers le... J'arrive vraiment pas à le dire. Hein, donc, est-ce qu'on va vers le fascisme? Je m'excuse. C'est qu'on sait aussi que ces périodes-là, donc, d'instabilité, c'est aussi des périodes qui sont propices au développement de thèmes faciles, entre guillemets, hein, notamment tout ce qui concerne le racisme, en fait, hein, mais aussi le sexisme, etc., quoi, qui de toute façon, enfin, ça serait, je pense, stupide de le dire. Le racisme, le patriarcat, le sexisme, c'est des choses qui existent dans la société. C'est pas simplement des constructions d'organisations d'extrême droite, quoi. C'est des choses qui existent, quoi. Et que c'est, par exemple, dans le cas de la France, c'est en plus, en tout cas sur la question du racisme, il y a vraiment tout un contexte structurel, quoi, avec des siècles de politique, d'esclavagisme déjà pour commencer, mais de politique coloniale, impérialiste, etc., quoi, et plus, ça en fait partie, dont l'aspect très particulier en plus de la guerre d'indépendance de l'Algérie, quoi, hein, avec les conséquences derrière, qui reste un truc très très marqueur en fait dans la France, même si ça fait plus, aujourd'hui ça fait quand même plus, en fait entre 60 et 70 ans que ça s'est passé, quoi, hein, mais donc il y a effectivement ce racisme de fait structurel. Il y a indéniablement une partie racisme d'État avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les histoires de renforcement de l'appareil policier, y compris en direction de ce qu'on appelle les quartiers populaires. Très clairement, c'est des quartiers où il y a des personnes dites racisées, quoi. Donc voilà, ça c'est clair, quoi. Il y a toute une construction qui se fait autour d'une identité française, en fait, qui se mélange à l'État-nation en plus en France, parce que bon, y compris, c'est vraiment pas la même situation qu'en Suisse de ce point de vue-là, quoi. Mais avec du coup une espèce d'identité française qui en fait a jamais existé en tant que telle, mais qui est complètement fantasmée. C'est en gros, pour caricaturer, mais pas que. C'est toute l'image c'est le Gaulois, quoi. Voilà, c'est le Gaulois chrétien, quoi. Voilà. C'est chiant parce que le Gaulois n'était pas complètement chrétien, mais comme c'est très vieux, on mélange un peu tout et donc ça va bien, quoi. Mais en fait c'est ça, quoi. Le français c'est ça, c'est un Gaulois chrétien, quoi. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est totalement fantasmé, puisque ça ne correspond vraiment strictement à rien. Mais il y a cette construction là, je veux dire, qui existe. Et puis ce que je disais, la violence policière. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que autant c'est ce que je disais, quoi, le racisme, le racisme en clair a pas besoin pas besoin, c'est pas très heureux comme terme, mais le racisme n'a pas besoin du fascisme pour exister, quoi. Voilà, ça c'est clair. À l'inverse, le fascisme repose en partie sur le racisme, parce que y compris le racisme a un rôle vraiment justement de cimenter, en fait, je pense, des segments qui peuvent se retrouver dans une démarche ensuite de fascisation de
de la société. Je pense que cette question du racisme est vraiment un truc particulièrement important à traiter. Et par ailleurs, toujours pour aller dans ce sens-là, c'est indéniable que sur les 5 ans là, de Macron, il y a eu vraiment un renforcement très fort du caractère autoritaire de l'État. Alors je parlais des histoires de violences policières dans les quartiers ou dans les manifs, mais il y a aussi les lois sécurité globale, les lois contre le dit séparatisme. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses, même si en même temps, et c'est vrai qu'il y a eu un renforcement, une accélération. En même temps, tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi tu t'évoquais Sarkozy, mais par exemple, les années Sarkozy, il y a déjà eu aussi plein de choses. Bon, avant, il y a eu la période Pasqua, etc. Donc, il faut aussi faire gaffe toujours à ces trucs-là où à toujours raconter que ça n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui. Je pense que des fois, c'est pas forcément comme ça non plus qu'on donne envie aux gens de lutter, parce que ça donne un espèce de fatalisme sur oh là là aujourd'hui. Bon bah alors du coup si ça n'a jamais été aussi pire que maintenant, le mieux c'est peut-être d'attendre un peu que ça se calme et quand ça reviendra entre guillemets normal, bon bah là on participera à la lutte quoi. Et des fois je pense qu'on a un peu le tort. Le tort de faire ça. Je vais peut-être conclure parce qu'en fait ça fait 1 heure presque que je cause. Donc pour conclure, oui, et surtout pas pour répondre à où va la France. Parce que d'abord, qu'est-ce que la France ? Non, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, alors si je vais rebondir y compris sur quelques trucs que tu as dit. Du coup, je pense qu'il faut évidemment pas s'en tenir sur la situation, ne pas s'en tenir à une analyse uniquement sur la base des résultats électoraux, parce que y compris le coût des... Alors, ce qui est en même temps juste d'un point de vue mathématique, en gros là aujourd'hui ça fait 1 semaine qu'en France, matin, midi et soir, on explique qu'il y a en gros trois tiers, quoi, un tiers Macron, un tiers de droite, si tant est que Macron soit pas la droite, mais enfin bon, un tiers Macron, un tiers la droite, et un tiers NUPES, quoi. Bon, déjà, c'est à la fois vrai et pas vrai, parce que tout ça, c'est un tiers, comme tu l'as dit très justement par ailleurs, c'est un tiers des gens qui ont voté, quoi. Donc c'est un tiers de la moitié des personnes qui peuvent voter, quoi. Donc en clair, ça veut dire que c'est chacun en gros 16%, quoi, en gros 16. Voilà, c'est la moitié d'un tiers chacun, quoi, hein, en vrai. Donc voilà déjà parmi celles et ceux qui peuvent voter, en n'oubliant pas quand même, en tant que syndicaliste, ça fait partie des trucs auxquels je suis un peu sensible, qu'il y a quand même toute une couche de la population qui, je ne sais pas si elle voudrait voter, et à la limite, je n'ai rien à foutre de savoir s'ils voudraient ou s'ils ne voudraient pas voter, mais les travailleurs et les travailleuses immigrés, de toute façon, ne peuvent pas voter en France, donc à aucune des élections, hein, par ailleurs. Donc ça relativise quand même encore plus cette question-là, sur les fameux 3 pôles. Me permet de dire, vu le public, je vais pas m'étendre, et puis en plus ça ne m'intéresse pas sur le pôle Macron et le pôle dit de droite, mais le pôle NUPES, moi j'attends quand même de voir une fois que les élections seront terminées, à partir de lundi, si c'est toujours vraiment un pôle, parce que je ne sais pas quand même quels sont les points. D'ailleurs ça se voit y compris dans le programme, puisque il y a tous les trucs, mais y compris tous les trucs sur lesquels ils ne sont pas d'accord, mais que c'est écrit. Enfin, l'accord porte sur le fait qu'ils ont listé aussi toute une partie de trucs sur lesquels ils ne sont pas d'accord, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà d'un groupement dans le cadre des élections politiques, pour lequel, par ailleurs, je pense que c'est un coup politique plutôt bien joué pour les élections, hein. Je ne mets pas ça en cause, mais en termes de dynamique de changement réel dans la société, et je passe sur... est-ce qu'ils n'auront pas la majorité même, hein, mais même s'ils l'avaient, je ne suis pas sûr que
le pôle résiste bien longtemps. Et je rappelle quand même que dans le pôle en question, il y a quand même, par exemple, le Parti socialiste, dont tout ce que je viens de dire là, il y a largement, alors pas contribué évidemment, ça serait pas juste de dire ça sur le quinquennat de Macron, mais les lois, ce qui s'appelait les lois travail d'ailleurs, sous le gouvernement précédent de Hollande, etc., qui ont complètement bousillé le code du travail en France, etc. Voilà, c'est quand même ça. Donc il y a quand même cette question-là. Ce que je veux dire, c'est que voilà, moi mon sujet, c'est pas de dire, c'est pas d'avoir un avis même sur les élections et sur le fait de voter, de pas voter, mais en tout état de cause, comme dans les mouvements sociaux d'une manière globale, il est assez facilement partagé le fait que de toute façon, c'est pas là que ça se joue. C'est ce qu'on dit et qu'on écrit assez souvent, en vrai, en disant mais c'est quand même pas là que ça se joue, même si on pense que il faut y participer, etc., etc. Là aussi, du coup, comme c'est pas là que ça se joue, ça serait bien d'être cohérent et du coup de pas perdre trop de temps autour de ces trucs-là et plutôt de continuer à voir comment effectivement on renforce les mouvements sociaux. Et je voulais juste, terminer justement, y compris là-dessus, même si c'est pas le sujet, mais si c'est pas pointé dans le sujet, mais par ailleurs j'ai vu qu'il y avait quelques papiers qui avaient circulé là-dessus. C'est pour faire le lien sur d'une part que la question sociale politique, elle est aussi internationale d'une manière, j'allais dire générale et quelles que soient les périodes, mais là il y a quand même la question de la guerre en Ukraine et non pas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'est bien, je parle bien de la guerre en Ukraine qui a été menée et déclenchée par l'État russe et l'armée qui a envahi le territoire ukrainien. Et sur ce sujet-là aussi, si on veut effectivement qu'il n'y ait pas de dérive y compris vers le fascisme, en fait, sur un certain nombre de sujets, ça veut dire effectivement mener des actions de solidarité concrètes et avec la population, avec notre classe sociale, avec les gens d'en bas à gauche, comme disent les zapatistes. Et donc du coup, c'est mener des actions de solidarité concrètes avec la résistance populaire ukrainienne, et y compris en essayant de répondre en fait à leurs demandes, parce que peut-être que la première chose à faire, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de leur demander de quoi ils ont besoin et d'essayer de répondre à ceux dont ils ont besoin, même s'il y a une partie des choses dont ils nous disent qu'ils ont besoin, qu'on est évidemment incapable de leur fournir. Mais en tout cas, c'est bien en tout cas de ne pas nier le fait qu'ils demandent par rapport à ce qu'ils demandent. Et même chose par rapport aux réfugiés, parce que je pense là aussi il y a un vrai enjeu. Et moi je l'ai vu en France sur la question j'imagine qu'ici c'est à peu près pareil, mais les réfugiés d'Ukraine, je passe, mais du côté gouvernemental sont les bienvenus, quoi. Bon, même si en vérité c'est un peu plus compliqué que ça, même pour elles et eux, d'ailleurs, quand on cause un peu avec certains ou certaines, les situations sont pas si simples que ça. Mais en tout cas, le discours c'est ça, quoi. Ils sont ils doivent être gaulois et chrétiens sûrement aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ceux-là ils sont bienvenus. Mais le truc là, c'est là aussi, c'est comment on fait, parce qu'on a eu des camarades qui ont eu notamment parmi les camarades impliqués depuis longtemps dans le mouvement de soutien aux réfugiés ou alors à d'autres luttes, et je pense notamment aux luttes de soutien au peuple palestinien. On a eu au début un vrai débat avec des camarades qui avaient tendance à réagir sur le côté, alors pas en le disant comme ça évidemment, mais non, mais on en fait trop, quoi, pour les Ukrainiens, alors que tout le monde se fout des Palestiniens et des Syriens, quoi. Évidemment, c'était pas dit comme ça, mais dans les faits, c'était vécu comme ça, en tout cas. Et, je veux dire, ça sert à rien de nier la manière dont les camarades le vivent, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment discuter aussi de ces choses-là. C'est comment, alors non pas leur dire là aussi,
leur dire mais vous êtes complètement cons, c'est pas ça le débat, enfin machin, là. C'est comment on rebondit sur le truc. Et par exemple, on a essayé nous sur la question des réfugiés plutôt de le prendre sur le côté, mais puisque c'est possible avec cela, ça doit être possible avec celle-là aussi, quoi. Enfin voilà. Et ça peut passer auprès de la population un peu plus facilement. Et je pense que c'est important parce que sinon, on se renferme effectivement dans les discussions où facilement ça peut dériver effectivement vers des réponses qui sont vraiment pas celles qu'on souhaite. Bon, voilà. Et donc, je persiste à dire, je ne sais pas où va la France. Et c'est pas un piège pour revenir dans un mois. Merci. Tu veux Ah oui, tu peux le garder. Ah oui, tu veux que je me mette comme ça? Puis en fait, on va passer aux questions. Peut-être, les questions, c'est vrai qu'il faut garder un peu l'anonymat. Le micro les captera pas. Le micro captera pas les questions. Il est censé éviter, en plus, éliminer les bruits, de bruit de fond. Par contre, après, c'est vrai que tes réponses, je peux les garder. Si tu fais toujours une phrase, genre, alors, telle question, on pose ça, puis tu réponds. Merci. C'est vrai qu'on a l'habitude de poser des questions parce que le monde est une perpétuelle question, mais on s'attend rarement à obtenir une réponse claire et nette quand on organise une telle question. Parce qu'en plus, il y a entre montée du fascisme, on peut se demander concrètement aussi qu'est-ce que le fascisme, et puis résistance sociale, qu'est-ce qui est actuellement résistance sociale. Si je devais pousser un peu, comme ça on pourrait définir chaque mot, pour bien aller jusqu'au bout des choses. J'ouvre déjà pour savoir s'il y a des questions, des remarques, des demandes d'intervention parmi la salle. Que la réponse du gouvernement français et de la bureaucratie française elle était vraiment très extrême. C'est-à-dire la question de devoir demander des permis pour pouvoir sortir un du pain ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a eu des réactions quand même je veux dire, quel débat il y a eu dans les syndicats ou dans le mouvement ouvrier en général? Est-ce qu'il y a quand même une résistance contre ce côté qui était vraiment très contrôlant comme ça? Et l'autre côté de la question, est-ce que ces contrôles qui ont été mis en place à ce moment-là, est-ce qu'ils sont utilisés par la suite? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés par la suite? Ou est-ce qu'ils sont utilisés? C'est une deuxième question. Peut-être on prend 2 ou 3 questions, puis après tu fais des réponses en bloc. Concernant le Covid, il y a toute une transformation en fait du travail, entre autres le travail à domicile, le travail de télétravail, etc. Comment est-ce que les syndicats se sont emparés de ça? Parce que c'est un problème très compliqué, mais quand même aussi très important pour la vie concrète des salariés. En rapport en partie avec la guerre en Ukraine, c'est l'augmentation du coût de la vie qui devient un problème d'actualité. Quelle est l'attitude en France, la sensibilité, qu'est-ce qui se prépare à ce niveau-là en France? Je réponds du coup sur quelques trucs. Sur le dernier point, c'était déjà évidemment un problème, l'histoire du coût de la vie, etc. Mais c'est vrai que là, ça s'accélère. Ça devient un sujet qui est même plus caché, y compris côté gouvernemental, avec des fausses réponses. Pour le coup, même pas des réponses d'ailleurs dans la période, mais des promesses de fausses réponses après les élections, du genre on donnera des aides, machin, des trucs assez nébuleux, etc. Mais en tout cas, c'est complètement mis sur la place publique parce que ça devient un réel problème. Après, en termes de mobilisation, aujourd'hui, il n'y a pas... aujourd'hui, là, au jour où on cause, il n'y a rien de prévu spécifiquement. Ce qu'on peut penser, c'est que
vu qu'on va quand même entrer dans la période là, juillet-août, c'est pas forcément les trucs les plus propices, et donc probablement qu'à la rentrée, il y aura des tentatives au niveau syndical et au niveau intersyndical de lancer des actions là-dessus. Après, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur la question du pouvoir d'achat, à la fois il n'y a pas d'action nationale, et évidemment que c'est ça qu'il faudrait pour faire avancer les choses sur le fond. En même temps, il y a plein d'actions syndicales au moment des négociations salariales dans les boîtes. En France, il y a un système NAO, de négociations annuelles obligatoires, ça s'appelle comme ça. Alors, avec toutes les limites du genre, hein, parce que ce qui est obligatoire, c'est de négocier, hein, c'est pas de déboucher sur quelque chose de positif. Hein, donc ça va. Les patrons risquent pas grand-chose, il faut juste qu'ils convoquent la négociation. Mais il y a quand même toujours ces moments-là dans les boîtes du secteur privé avec cette négociation annuelle obligatoire. Et en fait, il y a, ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de luttes tout le temps dans ces périodes-là, parce que et on voit des trucs, des augmentations de salaire, des trucs comme ça qui arrivent à être décrochés. Mais évidemment, comme c'est des luttes locales éparpillées, ça répond pas à la question de fond par rapport à ce que tu poses, où il faut un mouvement national, quoi. La question du coup, je reprends dans l'ordre inverse sur la question notamment du télétravail. Il y a alors deux choses. Dès qu'il y a eu le confinement, en fait, parce que là aussi, quand je disais tout à l'heure, il y a eu quand même des moments un peu, personne ne savait quoi faire, etc., quoi. Ce qu'on a fait au niveau de Solidaire, mais dans d'autres orgas syndicales l'ont fait, en tout cas en France, je sais pas. C'est qu'on a vraiment très rapidement mis en place une permanence, des permanences téléphoniques, pour que les gens puissent joindre en fait l'organisation syndicale. Alors, évidemment, déjà qu'avant ils pouvaient téléphoner au syndicat, c'est pas la question, hein, mais le côté je vais aller au local syndical ou je vais voir mon délégué parce qu'il va passer, là ça n'existait plus, quoi. Donc il y a eu ça mis en place, et qui est une expérience d'ailleurs plutôt intéressante, hein, parce que on s'aperçoit du nombre de gens qui appellent et qui en fait ont aucune présence syndicale dans leur boîte, aucune présence syndicale depuis des années, etc., etc. Donc ça permet aussi d'avoir un état des lieux réel. Donc il y a eu ce premier point. Mais après, sur la situation du développement, de l'explosion du télétravail, parce qu'en fait c'est ça, hein, depuis le confinement, les réponses syndicales, on tâtonne, hein, parce qu'il y a une vraie difficulté sur le sujet. C'est la réponse, comment je dirais, la réponse syndicale juste, entre guillemets, c'est quasiment de refuser le télétravail parce que ça brise les collectifs de travail, là. Et donc du coup, ça affaiblit la possibilité de lutte collective. Je vous le fais court, mais c'est ça l'idée, quoi. Et c'est juste. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais enfin moi, j'aime autant rester chez moi 2 jours plutôt que. Et le plutôt que, c'est en plus, et c'est là que c'est quand même un peu intéressant. C'est plutôt que de me faire chier au boulot avec le chef à la con qui passe pour regarder si je travaille bien, alors que de toute façon j'ai pas besoin de lui pour travailler, quoi. Après, il y a tout le truc de l'auto-surveillance à travers le télétravail, hein, tout ce qui a été dit sur les moyens technologiques, etc., qui permettent du côté patronal, à mon avis, de répondre largement à cette situation. Et puis le côté auto-exploitation, hein, sur là aussi ce qu'on connaît sur oui, mais enfin au travail, en gros, alors oui, tu peux faire des heures sup, tu peux faire machin, mais en gros, tu sais que tu vas de telle heure à telle heure. Le côté télétravail à la maison, oui, c'est vachement plus souple, donc c'est vachement plus sympa. Sauf qu'en fait, oui, mais comme t'as pas fini, du coup, tu vas faire à bouffer quand même, parce qu'il faut bien que tout le monde bouffe à la maison, donc on va faire à bouffer. Et puis en fait, après bouffer à 22 heures, tu vas t'y remettre parce que il te reste encore des mails à traiter, quoi. Donc il y a toutes ces questions-là. Et j'avoue que, je pense que on est devant une vraie difficulté, mais qui est la même que
qui est du même ordre, j'espère qu'on arrivera d'ailleurs à la traiter mieux, mais qui est du même ordre que l'explosion de la précarité qu'il y a eu en fait sur le côté, on en parlait tout à l'heure un peu avant la réunion là, mais la période où les gens bossaient dans une boîte, c'était relativement facile, identifié, ils bossaient dans une boîte pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Et puis la période qui est plus celle-là aujourd'hui pour en tout cas les plus jeunes qui passent d'un boulot à un autre avec des périodes de chômeurs, intérim, etc. etc. Bon, globalement, le mouvement syndical a une vraie difficulté à répondre à ça quand même, quoi, parce que on a du mal à y répondre. Et une partie de la réponse, je pense, sur le télétravail, c'est la même, c'est construire ou reconstruire des outils syndicaux interprofessionnels localement, parce que c'est la seule solution pour qu'effectivement il y ait effectivement quelque chose qui puisse être un point d'accroche pour les salariés, même s'ils sont en télétravail, mais ils sont quand même en télétravail quelque part, chez eux. Et du coup, s'il y a des structures collectives, syndicales, interpro de proximité, voilà, ça peut permettre effectivement un minimum de collectivisation de tout ça. Et malheureusement, c'est quand même une faiblesse du mouvement syndical, je pense, dans tous les pays aujourd'hui, c'est d'être excessivement tourné sur les boîtes, en fait, sur les secteurs professionnels et pas sur le côté intraprofessionnel et les localités, quoi. Je pense que c'est un des problèmes. Et dernière chose sur ce qui était demandé au tout début, c'était sur les réactions en France par rapport à tout l'arsenal. Oui, j'en ai pas parlé. J'ai même plus pensé à tous ces exemples-là, les histoires à un moment donné, quand on avait le droit de sortir, il fallait cocher les bonnes cases. Si on faisait, on avait droit, si on faisait pisser le chien aussi, parce qu'il y avait une case comme ça. Il y avait quand même une case comme ça. C'était pas marqué qu'on faisait pisser le chien, évidemment, mais il y avait quand même une case pour parce qu'on sortait. Ça doit être l'animal de compagnie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref. Non, mais franchement, c'est. Bref, on est passé par toutes les cases possibles. Voilà. Alors avec l'aspect, franchement. Qui a tourné sur le côté un peu en dérision parce que c'était tellement n'importe quoi qu'à un moment donné tu dis mais tu coches n'importe quelle case, le mec il va t'arrêter, tu lui dis bah ouais j'ai coché parce que voilà, je vais voir mon père qui est je sais pas où là-bas et qui a 95 ans machin, tu te dis mais le mec il va quand même pas téléphoner pour savoir si à tel endroit il y a bien un monsieur qui a 95 ans et qui va lui répondre et qu'en plus tu pourras lui dire bah non il comprend rien à ce que vous dites parce que de toute façon je viens de vous le dire il a 95 ans donc en fait il va pas vous répondre. Voilà, non mais il y a quand même des trucs il y a eu quand même ce côté-là d'espèce d'autodérision du truc, mais il y a eu aussi réellement des vrais trucs des vrais trucs de cinglés en termes de répression et d'amende. Il y a eu des trucs, des caricatures, bon, c'est sorti, mais effectivement des amendes qui ont été mises et pour défaut d'attestation pour des gens qui étaient 4 mètres devant leur maison. Enfin voilà. Après, il y a eu et je pense que ça rejoint une partie de ce qu'on disait. Il y a eu c'était une pièce de plus dans l'arsenal policier. Honnêtement, je pense que toute une partie s'en est pas servie parce qu'y compris, on était dans une période où même eux étaient quand même un peu perdus dans le truc de, tu vois, mais y compris, il y a eu vraiment tout le début où y compris même eux, mais même avec les masques et machin, mais causer à des gens, tu savais plus si tu prenais un risque quand même pour de vrai de santé de causer, donc du coup. C'est bon, quoi. Il y a quand même eu, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là, quoi. Mais par ailleurs, comme c'était aussi un outil de plus, effectivement, dans l'arsenal policier, et ça, c'est ce qui a été dit, et c'est vrai, c'est que du coup, il y a des secteurs où ça a été plus utilisé, et on retombe dans l'histoire des quartiers populaires, encore une fois. Où là ça a été un truc de plus pour faire, en grosso modo, ça a été un truc de plus pour faire chier les jeunes à 23h le soir qui étaient en bas de l'immeuble et qui avaient pour l'attestation, quoi. Voilà, c'est clair, et qui évidemment avaient pour l'attestation parce que ils ont j'ai chier, machin. Et puis du coup après
tout l'enchaînement qu'il peut y avoir derrière, y compris juste à la question de la violence, ça c'est clair. Après, sur l'utilisation honnêtement du truc, franchement, j'en sais rien, j'allais dire, comme n'importe quel truc de fichage, je pense aujourd'hui. Donc oui, ça doit pouvoir. Je ne pense pas que ça ait donné lieu aujourd'hui, hein, spécialement, mais évidemment que ça doit pouvoir, quoi. Question. J'en avais une, mais je la poserai après. Alors, Victor. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Une petite question par rapport à... J'en ai deux brèves. Une par rapport à l'écologie et les contradictions possibles entre le monde syndical, qui a notamment des revendications qu'on pourrait dire d'ordre croissantiste, en fait, sur le pouvoir d'achat qui doit monter, sur le temps de travail qui doit diminuer, donc qui impliquerait aussi une plus grande dépendance sur de la main-d'œuvre à l'étranger, des denrées importées et puis des machines qui travaillent pour nous, ce qui peut aller en conflit avec certaines revendications écologistes. Et vous n'avez pas parlé dans votre tranche de 2017 à 2022, en particulier des mouvements climat. Donc voilà, je me demandais quels étaient les débats en interne et les positions par rapport à tout ça. Et Simon se posait la même question d'ailleurs. Et deuxièmement, si je peux vite vous en demander une deuxième, vous avez parlé sur les ronds-points d'être en contact avec des gens qui étaient d'extrême droite et qui pouvaient avoir plus de temps d'exposition avec vous, ou bien qui étaient peut-être confus et ce genre de choses. Et vous avez dit que c'était aussi un bon terreau pour conscientiser, j'imagine à gauche, mais non pas trop à l'époque. Est-ce que vraiment ça marche, presque guide mode d'emploi comme on fait? Alors si maintenant c'est avec un pote un peu de mauvaise humeur, confus, c'est le gouvernement, c'est les médias, ils nous mentent tous, et puis les Albanais sont violents et je ne sais quoi, un peu brouillon comme ça, de mauvaise humeur, qui est classique je pense dans certaines de ces mouvances. Est-ce que vraiment ça marche d'aller leur parler sur des ronds-points? Moi je pense que oui, mais j'aimerais bien entendre un petit peu votre mode d'emploi. Tu veux te lancer dans la conversion. Ouais, exactement. De fâché pas facho. Geneviève? Oui, je voulais plutôt intervenir sur la question de la fascisation possible. Tu as dit que, évidemment, le racisme est structurel dans la société et que c'est un endroit sur lequel peut s'appuyer l'extrême droite. Je pense que le sexisme, c'est la même chose. Et qu'on voit des traces maintenant d'organisations d'extrême droite qui commencent à dire que les réfugiés sont des violeurs, que si les femmes blanches ont à craindre tous ces bronzés, etc. On le voit aussi sur le refus, la contestation du droit à l'avortement, à la contraception, sur des grandes paroles sur la complémentarité de genre entre les hommes et les femmes, et le fait qu'on est absolument différents dès le départ, ce qui sert juste à fixer des rôles genrés, augmenter ou renforcer les stéréotypes qui servent à la division sexuelle du travail. Et là, donc je pense qu'on peut élargir ça à un point de vue international, parce qu'on a Trump, on a Bolsonaro, on a une série comme ça, et dans la guerre de Poutine, il y a aussi cette dimension-là, parce que lui, en Russie, c'est vraiment le symbole de la domination masculine qui a fait à Gervais, et puis avec la guerre d'Ukraine, l'invasion d'Ukraine, on a bien toute cette violence en général, et en particulier la violence de genre, avec l'ensemble des viols qui se sont produits, les viols de femmes majoritairement, mais d'enfants et d'hommes aussi, c'est pas réservé seulement aux femmes, et le fait que pour les femmes ukrainiennes, la survenue de cette guerre renforce aussi les rôles de genre, voilà, monsieur à l'armée, ou à la défense territoriale, aide, qui prend soin des enfants, qui part à l'étranger et tout. Et c'est vraiment un recul du point de vue des avancées qu'on a fait pour le droit des femmes. Et j'ai pas de questions. Sébastien? Mais deux choses, enfin, pour discuter ensemble. La première, je trouvais utile que tu aies fait un peu ce panorama des dernières années, parce que finalement on voit la crise sanitaire, donc ça posait aussi le problème de quel type de société, donc derrière avec ces métiers difficiles,
qu'on a applaudi, et puis le secteur de la santé, machin. Je rappelle aussi qu'au printemps 2020, il y avait toute une série de textes, le monde d'après, plus jamais ça, tout ça, ça n'a pas duré très longtemps. Mais aussi, si on restait simplement du point de vue du système de soins, la réalité, c'est que, comme tu l'as dit, alors que ça devrait quand même amener, même d'un point de vue de rationalité du système économique pour aller vite, une préoccupation, on continue avec les contre-réformes. Donc il n'y a pas du tout de remise en cause en se disant, bon, on a des signaux d'alarme qui nous indiquent que ce genre de crise sanitaire, on va en revivre dans les années à venir sous une forme ou une autre. D'ailleurs, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir d'autres saloperies apparaître. Donc ça pose ce type de questions, parce qu'on n'est pas complètement non plus sorti de cette crise sanitaire, mais on voit que donc ça, il y a ça. Ensuite, bon, le désastre climatique, c'est pas un truc qui va se refermer, on est en plein dedans. Il n'y a pas besoin d'épiloguer longtemps sur ce que ça veut dire, mais ça pose un certain nombre de problèmes. La guerre contre l'Ukraine, moi, ce qui me frappe quand même beaucoup dans cette configuration-là, c'est que ça pose la question des énergies fossiles, de comment est-ce qu'on s'en débarrasse le plus possible, sous quelle forme. Ça pose des questions d'alimentation, ça pose des questions internationales et autres. Et cet ensemble de choses qui nous tombent sur la gueule depuis maintenant une demi-décennie, et puis ça ne semble qu'être le début d'une grande spirale, j'ai envie de dire. Ce qui est un peu inquiétant, c'est le manque de capacité de prise en compte de ce qui se passe, en fait, pour essayer de réfléchir à quel axe d'action on peut développer là-dedans. Et bon, il y a des gens qui sont clairement dans du déni, ou pire, on a vu, en tout cas pour moi, tu as raison de dire que le pire, moi je suis d'ailleurs contre parler du pire, c'est essayer de comprendre chaque fois la situation concrète, mais j'ai quand même l'impression que des points de repère, voire même des digues, en partie à gauche, sont cédés ces dernières années, et c'est pas du tout rassurant par rapport à la suite, puisqu'on voit des réponses qui sont... disons complètement contraire à ce qu'il faudrait faire dans le contexte actuel. Donc c'est un peu comment est-ce qu'on pourrait essayer de trouver, il n'y a pas de formule magique, mais une sorte d'éléments, de modalités pour poser ces problèmes-là, pour y réfléchir ensemble et pour essayer de travailler dessus. C'est vraiment, on va vivre dans ce monde-là, on vit dans ce monde-là, on va continuer à vivre dans ce monde-là, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, ou se mettre le wagon derrière ces théories, c'est le système, avec un S majuscule qui je sais pas quoi, et puis qui nous amène après, Dieu sait. Bon, ça c'était la première chose, et je pense aussi lié à la fascisation sur la deuxième chose. L'autre aspect, enfin, juste un aparté qui m'intéresserait de t'entendre, c'est que la précarité aussi, enfin tout ça, ça a un effet. On le voit aux États-Unis, c'est qu'il y a des pénuries dans certains secteurs, ça a désorganisé certains secteurs économiques, mais ça a permis, en tout cas, la question c'est de savoir si en France il y a quelque chose comme ça qui existe ou pas, mais de donner un petit peu de capacité d'action à des secteurs normalement qui ne s'organisent pas. On l'a vu à Amazon, on l'a vu, etc. Donc de prendre cette situation comme bras de levier pour essayer d'avancer des revendications et gagner des positions. Et tu semblais dire que ce n'est pas tellement le cas en France, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas en Suisse en tout cas. Alors après il y a le symbole, hein. Je ne sais pas si ça peut déboucher ce truc, parce que évidemment le NUPES, tout, mais c'est cette gréviste d'Ibis, là, Rachel Keke, je crois qu'elle s'appelle. Évidemment ça veut dire quelque chose. Le problème c'est que si c'est tout axé sur l'Assemblée nationale, on ne va pas aller très loin, mais est-ce que cette question elle peut exister? Parce qu'on a des secteurs qui sont complètement désorganisés et où il y a un peu plus de marge de manœuvre que par le passé. Donc, ça voilà, c'est la première chose. La deuxième, sur la fascisation, moi je suis d'accord que les résultats électoraux, bon, il ne faut pas être obsédé par ceci, mais si on regarde quand même, j'entends au premier tour, si tu cumules Zemmour et Le Pen, ça fait 10 millions et demi de voix, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, alors oui, il y a l'abstention, il faut tenir compte de ça et tout. Bon, l'abstention, c'est une chose, mais il y a quand même une progression. Alors après, on peut discuter, tu as raison de dire, la Guadeloupe, c'est compliqué, il y a des choses, pourquoi est-ce qu'on vote Le Pen, machin, on peut en épiloguer pendant des heures, mais en réalité, il y a quand même un trend qui est là, qui est inquiétant. Et puis c'est un peu comment on essaye de prendre ça en compte. Pas être complètement bouffé par ça. Donc, et je suis d'accord avec toi, il ne faut pas faire le fatalisme, faire le dos rond, puis on verra après, mais comment est-ce qu'on prend en compte ces dynamiques-là qui sont bel et bien présentes. Donc,
alors avec des points d'appui, parce que je pense qu'on en a, donc que ce soit le mouvement féministe, il y a des choses un peu dans la société qui permettent de prendre appui, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à... Il y a quelque chose qui manque, je crois. Enfin, c'est pas non plus de formule magique où on va, donc pour le coup, mais peut-être un peu d'essayer de trouver une direction, une boussole pour nous, pour savoir où on avance dans cette chose-là. Donc voilà. Juste compléter, parce que je voulais... moi j'ai des questions qui vont se faire suite à 2 questions précédentes. Si ça ne le fait pas trop. Non. Donc à la question de Victor, sur le contact avec ces personnes qui ont des propos sexistes, parfois racistes, etc. Au-delà du rond-point, en fait, je me demandais, dans une perspective de délégué syndical, comment est-ce que toi, tu arrives à les appréhender pour les faire, je dirais, adhérer plus que simplement à la discussion, mais vraiment pour qu'ils rejoignent le camp. Parce que c'est vrai que sur le plan historique, il y avait des personnes qui étaient membres du syndicat, qui étaient même des militants, des militantes actives, qui pendant une période de leur militantisme gardaient quand même certaines attitudes, certains propos réactionnaires, sexistes. Bon, surtout avec le mouvement stalinien, il y avait un certain sexisme qui perdurait, mais voilà, qu'il y avait quand même. Et puis, on sait qu'avec les luttes et les discussions collectives, ça peut changer, mais voilà, pour les amener à cet acte d'adhésion, qui moi me semble assez difficile pour tout le monde, même pour les gens qui ont passé le propos. Je me demandais, effectivement, comment tu avais ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la chose que tu disais, en donnant l'exemple des militants et des militantes pro-palestiniens qui dit l'Ukraine, voilà, c'est pas juste parce que c'est trop facile, on oublie la lutte. Étant membre de BDS, boycott des investissements sanctions, donc oui, j'ai aussi entendu, il y avait ces petits sous-entendus de certains autres qui étaient là. Et moi, je l'ai ressenti comme, alors au-delà de ce qu'il y a derrière, en fait, une mauvaise compréhension de l'anti-impérialisme, comme a dit Olivier Besancenot, il disait l'anti-impérialisme est un mot qui n'existe pas qu'en anglais, mais qui se décline dans toutes les langues, y compris en russe. L'impérialisme se décline dans toutes les langues, y compris en russe. C'est qu'il y avait ce fossé entre des militants et des militantes qui sont là, qui sont engagés depuis des années, et c'est pas que l'histoire depuis 4-5 ans, parce que ça fait depuis très très longtemps, et effectivement c'était déjà la merde d'avant, donc vraiment dedans, dont je pense que le tour de table ici est assez représentatif de cette catégorie-là, avec des personnes qui sont dépolitisées ou qui suivent, et que j'ai l'impression que ce fossé en fait fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps, peut-être une impression fausse, mais qu'on a ce fossé qui augmente de plus en plus, et ce qui facilite la diffusion des idées aussi de la fascisation. On avait fait une réunion sur la fascisation, donc c'est entraîné à le prononcer, c'est pour ça. Donc qui facilite les idées, la diffusion des idées de la fascisation, dans ce sens avec l'augmentation du fossé. Qui ferait que augmenter, et ça c'était un des reflets. Et avec ce fossé-là, comment est-ce qu'on parle avec ces gens? Parce que nous, on est de plus en plus dans nos trucs, et puis que les autres nous paraissent de plus en plus loin. Et puis, mon autre question... C'était plus par rapport au Covid, première vague, le monde d'après, etc. Vraiment qui est tombé d'un coup, où pour moi, le temps social s'est arrêté dans son déroulement, dans sa reproduction habituelle. D'un coup, il a très vite repris, il a même repris pire, mais il s'est quand même arrêté. Comme je disais, il y avait ces trucs un peu d'auto-organisation, d'autogestion, mais de facto passive. D'un coup, ça retombait, les gens faisaient les commissions les uns pour les autres, etc. Nous, à l'hôpital, il y avait quand même ce ressenti particulier où d'un coup, c'était au corps médical dans sa largeur de décider, et non plus au corps de direction de nous expliquer ce qui était rentable ou pas. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'ils ont bien repris le contrôle maintenant. Mais est-ce que tu penses que la réponse syndicale, donc pas que Sud, pas que Solidaire, mais vraiment des autres syndicats, est-ce que aujourd'hui, tu es content de la réponse syndicale qui a été faite? Parce que tu dis, on a raté un coche, on aurait dû faire différemment, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour prendre de ce temps un peu brisé, arrêté, avec cette auto-organisation de facto, pour amener à quelque chose, à une avancée, des idées, des forces anticapitalistes? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu penses que ça aurait été possible? Ou non, on était beaucoup trop faible quand c'est arrivé, donc on en aurait été incapable, même avec des meilleures idées? C'est un peu, est-ce que tu serais critique sur ta propre organisation? Alors, du coup, je ne sais plus trop par quoi
Si, je vais commencer par le plus facile, c'était ce qui n'était pas la question, parce que je suis d'accord avec la réponse. Non, mais en plus, je l'ai dit très rapidement. Du coup, j'ai effectivement développé sur le racisme, mais j'avais vraiment dit le racisme ou le sexisme sont des éléments structurels, y compris vers le fascisme. Je suis évidemment complètement d'accord avec ce que tu as dit. Alors, du coup, un peu dans le désordre, parce que en essayant de lier des trucs, mais bon, sur la question écologie, mouvement syndical, quoi, pour aller vite. Alors d'une part, j'ai fait. Alors, là, pour le coup, je l'ai pas dit. J'ai pas cité les manifs climat, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait. Quand j'ai dit, il y a eu aussi dans la période des mouvements. Féministe, antiraciste, violence policière, j'ai dû dire, et j'ai pas dit climat. Et en fait, dans les quelques notes que j'avais écrit climat. Je te donnerai mon papier pour qui atteste que. Mais le fait que je l'ai pas dit est quand même significatif, je pense par ailleurs. C'est que tu vois, c'est pas féminisme, racisme. Je l'ai dit et climat, je l'ai pas dit quoi. Mais j'y avais effectivement pensé. Non, et pour répondre un peu plus quand même sur le fond sur cette question-là. Enfin, alors c'est comme sur plein d'autres sujets. Il n'y a pas une position et c'est compliqué de dire le mouvement syndical parce qu'en fait, par exemple sur ce sujet-là. Le mouvement syndical en France, rien que pour rester en France, mais d'un point de vue international, ça serait pareil. Le mouvement syndical les organisations syndicales qui constituent le mouvement syndical ont des réponses très différentes sur ce sujet-là. Alors, il se trouve que, j'allais dire, c'est assez facile en l'occurrence pour moi parce que l'Union syndicale solidaire, effectivement, sur la question de l'écologie, c'est un des sujets sur lesquels c'est un des sujets sur lesquels on a bossé déjà depuis plusieurs années. C'est un des sujets qui est pris en compte, effectivement. Alors, je dis pas que c'est parfait, et que la preuve, tu vois, c'est que quand on cite 3-4 machins, j'oublie le climat. Mais c'est effectivement un sujet qui est pris en compte. C'est on a une organisation, les positions de l'Union syndicale solidaire sur la question du nucléaire sont clairs depuis très longtemps, et y compris, ça pose pour le coup la question, on a des camarades dans Sud Énergie, qui est l'organisation en fait à EDF, à Électricité de France, donc la boîte nationale, etc. Donc une boîte qui est totalement pro-nucléaire depuis très 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 longtemps, et ça pose aussi le problème de comment syndicalement t'interviens avec des positions anti-nucléaires dans une boîte qui est totalement pro-nucléaire, et c'est évidemment pas facile, mais le sujet se retrouve sur plein d'autres trucs. Par exemple, donc moi je suis, j'étais cheminot, donc on a effectivement au niveau de Sudrail, mais globalement de Solidaire, beaucoup bossé et assez facilement entre guillemets sur la question des transports, et donc c'est relativement facile en plus du point de vue cheminot, parce que du point de vue cheminot, t'expliques que le transport de marchandises, par exemple, c'est vachement mieux, c'est beaucoup plus écologique par le train, parce que un train, ça fait X camions en moins sur les routes, quoi. Donc ça, c'est facile. Je pense que c'est un peu plus compliqué si t'es en fait syndicaliste dans une boîte de transport routier de marchandises, en fait, parce que faut que tu expliques ça, et que du coup tu es en train de t'expliquer, et ça renvoie à toute la question de l'utilité, des débats qu'on n'arrive pas forcément à mener sur l'utilité sociale des boulots, parce que du coup tu expliques tu bosses dans un truc qui devrait en fait avoir beaucoup moins de place dans la société, et donc beaucoup moins d'emplois, et donc c'est pas évident. Et en plus sur la question des transports, la vraie réponse, c'est pas simplement de remplacer aujourd'hui le même nombre de camions en les foutant sur des trains, parce qu'effectivement c'est plus écologique, et par ailleurs en termes de sécurité c'est mieux aussi, pareil. Mais bon, donc mais c'est pas que ça la question. C'est y compris qu'il y ait moins de transport de marchandises tout court, parce que c'est toute la question. Est-ce qu'il faut aller chercher en Asie les trucs qu'on pourrait produire ou cultiver plus près, quoi. Donc il y a toute cette question là aussi
qui a posé. Honnêtement, c'est des choses que, enfin nous en tout cas au niveau de Solidaire, qu'on essaye de prendre en compte. Il y a toute une dimension qui est pas facile parce que, et je pense qu'on le fait pas assez, c'est que du coup ça oblige à bosser sur la question des reconversions en fait. Et du coup, alors, via l'axe écologique, hein, mais pas simplement, y compris plus globalement sur la notion de métier utile en fait, utile, inutile socialement. Ça devrait nous obliger à bosser beaucoup plus sur la question de la reconversion d'un certain nombre de secteurs professionnels, de boîtes, etc. Parce que c'est la seule solution pour rendre crédible, y compris le discours écologiste, encore une fois, mais ça dépasse ça, hein, je pense. Mais c'est la seule solution pour rendre ce discours-là crédible auprès de toute une partie des salariés qui sont directement impactés par ce qu'on va dire quand on dit mais en fait tous ces boulots-là ils sont pas utiles, voire nocifs socialement. Bon, sauf que dire à quelqu'un simplement le boulot que tu fais depuis 25 ans, en fait, il est nocif socialement. En général, ça marche pas en termes de mobilisation collective après, quoi. Hein. C'est quand même. Je dis ça, mais ça peut. Il peut y avoir des gens qui se trouvent dans cette situation-là, par ailleurs, et qui sont tout à fait conscients de la réalité du truc. Hein. C'est pas non plus. Il y a pas que les intelligents qui bossent dans des boulots socialement utiles et des cons qui bossent dans des boulots socialement inutiles, quoi. Ça serait un peu trop simple si la vie c'était comme ça, quoi. Mais vraiment, franchement, dans le mouvement syndical, il y a quand même toute une réflexion sur ce sujet. Alors après, je cache pas qu'il y a, y compris dans le mouvement syndical, il y a des secteurs syndicaux qui sont. Ça a quand même évolué. Hein. Et par exemple, en France, faut le dire, la CGT en France a quand même été très, 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 très longtemps très rétive, à tout ce et notamment sur la question écologie, parce que ça remettait en cause l'emploi, hein, pour aller très vite, et puis y compris le productivisme, donc l'emploi, en fait, c'était ça le centre du truc. Très honnêtement, la position de la CGT, en tout cas confédéralement, a beaucoup, beaucoup évolué là-dessus. Il y a encore des secteurs de la CGT qui sont vraiment très arc-boutés. Pour le coup, je reprends le même exemple, mais sur l'histoire électricité de France, nucléaire, c'est un secteur où ça n'a pas beaucoup évolué côté CGT et c'est vraiment la défense du truc, parce qu'on défend la boîte, comme on défend les emplois, on défend la boîte, et comme on défend la boîte, on défend. Du coup, je fais vibrer le truc, excuse-moi. Et comme on défend la boîte, on défend. On défend les emplois, donc on défend la boîte, et comme on défend la boîte, on défend le nucléaire, puisque la boîte a des pôles nucléaires, quoi. Hein, ça reste là, mais globalement, il y a quand même une vraie prise en compte, je pense, dans le mouvement syndical de la question écologique qui s'est beaucoup améliorée depuis un certain nombre d'années. Sur qu'est-ce que je... Alors, je ne sais même plus pourquoi j'ai noté 10 millions. Ah si, c'était sur ce que tu disais. Non, sur l'histoire des élections, évidemment que c'est un curseur. Hein. Je nie pas qu'il y ait 10 millions de personnes en France qui votent Le Pen ou... Zemmour, non. J'ai des vieux trucs, j'avais dans la tête Le Pen ou Maigret, mais c'est un peu... c'est 20 ans de retard. Qui vote Le Pen ou Zemmour, c'est évidemment un problème à prendre en compte. Ce que je disais tout à l'heure, tu reparlais de la Guadeloupe, mais c'était avant la réunion qu'on a parlé de la Guadeloupe. Du coup, personne n'a dû comprendre pourquoi tu parlais de la Guadeloupe, mais bon, c'est pas grave. Mais non, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut aussi faire gaffe à ce genre de trucs, parce que en plus les trucs d'élection, c'est devenu... il y a un côté vraiment tellement caricatural, dans les trucs qui servent d'analyse, et donc selon celui qui a gagné ou perdu, et en plus si tu as 50,1%, du coup la France elle est à droite. Si en fait c'était l'inverse, en fait la France elle est de gauche. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce qu'en plus, y compris sur les élections, et ça se voit. Et c'est vrai. Du coup, on prenait tout à l'heure l'exemple d'un certain nombre de trucs d'élections, de résultats sur la Guadeloupe, la Martinique, par exemple, parce que c'était très caricatural, où il y avait un vote. Là, sur les 3 tours, en fait, il y a eu entre les 2 présidentielles et le premier des législatives,
ça passe de 60, enfin, dans des ordres différents d'ailleurs en plus, mais ça passe de 60% Le Pen à 60% Mélenchon, enfin tout ça sur le même corps électoral, donc tu te dis mais ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, si ce n'est qu'en l'occurrence ça a un sens si de dire merde à l'État français en clair, hein, je pense que dans l'exemple qu'on prend, quoi. Donc ça rejoint quand même un peu le sujet du débat là, hein, c'est effectivement le risque de fascisation. Mais évidemment que ça, voilà. Mais je pense surtout qu'il ne faut pas que ça soit en tout cas le seul curseur, quoi, à prendre en compte les élections. Mais évidemment qu'il ne faut pas nier ce que ça représente sur les secteurs. Sur lesquels enfin, tu parlais d'Amazon. Moi, je pense qu'il y a au moins. Alors, Amazon, il y a quand même des choses qui se font, hein, dans plusieurs pays. Hein, sur la France, alors pour le coup, dans le cadre du réseau syndical international, là, dans lequel on bosse, on a des contacts avec les camarades d'un syndicat polonais aussi, IP, qui est bien implanté. Tout ça reste relatif, hein, comme nous d'ailleurs, mais qui est aussi implanté à Amazon. Sur Amazon, il y a vraiment un vrai tissu syndical qui se fait quand même dans plein de boîtes. Je dis au passage que ça pose d'ailleurs la question des réponses d'un certain nombre d'associations, y compris de syndicats qui bossent avec, et c'est le cas de Solidaire en plus. C'est pour ça que j'en parle sans problème, sur les réponses à Amazon, parce que il y a aussi toute une... En tout cas en France, il y a aussi des campagnes sur le non à l'implantation de nouveaux trucs d'Amazon. Ce qui se comprend totalement sur plein de points de vue. Hein. Je n'ai pas besoin de détailler sur le fait que le modèle Amazon, à tout point de vue, c'est pas ce qu'on souhaite, quoi. Sauf que là aussi, s'il n'y a que ça, et justement s'il n'y a pas une présence dans l'entreprise avant, et y compris pour répondre aux problèmes quotidiens des gens, ça veut dire que la vision qu'ont les salariés du syndicat, c'est du syndicat qui s'associe avec les assos locales, puisque Attaque par exemple, etc. Et sur ces trucs-là, la vision qu'ils ont du syndicalisme, c'est le truc qu'empêche qu'on ouvre des boîtes de plus pour avoir du boulot, quoi, hein. Donc c'est un vrai problème là aussi d'avoir des implantations syndicales qui fassent le boulot au quotidien pour avoir une crédibilité pour pouvoir poser d'autres problèmes. Donc il y a Amazon, mais tu as parlé d'Ibis, là, tout ça, mais en France, en tout cas, il y a vraiment, depuis un moment, là, ça fait longtemps d'ailleurs, mais parmi les grosses grèves qu'il y a eu ces dernières années, il y en a eu beaucoup dans le secteur du nettoyage. Alors, nettoyage au type genre... en fait, nettoyage des bureaux, nettoyage, on va dire un peu des grosses boîtes, etc. Et puis tout ce qui est femme de chambre, en fait, dans les hôtels, quoi, aussi. Hein. Et c'est vraiment un secteur où il y a quand même un vrai développement syndical. En France, notamment, d'ailleurs, en l'occurrence, Solidaire n'est pas forcément, sur le côté, en tout cas dans les hôtels, n'est pas très bien représenté sur ce secteur-là. Il y a un peu la CGT, mais il y a la CNT Solidarité Ouvrière, la CNTSO, qui a une vraie implantation, qui s'est vraiment développée dans ce secteur-là, et je pense que ça fait partie, effectivement, des trucs sur lesquels il faut bosser. Et il y a un troisième truc auquel je pense par rapport à ce que tu dis, c'est les centres d'appel. Parce que, alors là, pour le coup, je pense qu'on est on est dans la modernité, quoi, parce que c'est vraiment un truc qui fonctionne à plein, là, aujourd'hui, les centres d'appel. Ça repose toute la question, là, par ailleurs, du caractère internationaliste du syndicat, parce que, alors là, c'est typiquement le genre de truc, s'il n'y a pas de dimension internationale, ça ne sert à rien, puisque, d'une part, dans les pays comme la France, mais j'imagine que la Suisse, c'est pareil, il y a toute une partie des centres d'appel qui sont, en fait, externalisés, pour beaucoup, en Afrique, pas que du Nord, d'ailleurs j'allais dire Afrique du Nord, mais il n'y a pas que, en Afrique et en Asie, et qui en plus, ça change, quoi, hein. Donc s'il n'y a pas de travail syndical international, pour le coup ça ne sert à rien, mais c'est aussi des secteurs où ça se construit, et je pense que ça fait partie là aussi des bonnes réponses à avoir. Et dernière chose, donc j'essaye d'en revenir. Alors oui, non, il restait 2 points. C'est tout ce qui tourne autour de
des ronds-points et des gens qui disent des choses pas bien, et comment on fait pour leur dire que c'est pas bien comment ils causent, et que justement c'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire. Mais non, le premier truc, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse gaffe, et je l'ai peut-être fait d'ailleurs, y compris dans mon intervention, moi j'en sais rien, mais en fait le premier truc à éviter, c'est de causer de eux et nous, quoi. Sauf si on se plante, mais nous, on est une partie d'eux, quoi. Hein. Enfin, parce que il y a un vrai problème dans le milieu militant, c'est qu'on a trop facilement ce truc-là, quoi. Et ça donne, bon, le truc classique, c'est ah oui, mais en tout cas en France, c'est oh, mais les gens aujourd'hui veulent plus faire grève, quoi. Les gens, c'est les gens, quoi. Mais c'est pas nous, hein. Nous, on n'est pas les gens, quoi. Enfin, du coup, on sait pas trop ce qu'on est, nous. Mais nous, c'est les gens qui veulent pas faire grève, comme si on intervenait comme truc extérieur, voilà. Et au-delà du langage, je pense que c'est un vrai problème, hein, parce que enfin, je veux dire, ça change vraiment la manière d'analyser le truc aussi, parce que si on analyse le truc que comme ça, c'est pas comme ça, c'est enfin c'est là où on est. Alors bon, en l'occurrence, je suis un peu mal placé pour causer de ça maintenant puisque je suis retraité, mais quand on bosse dans un truc, c'est là où on est dans un collectif, et le collectif il est comme ça et on en fait partie. Et à un moment donné, oui, il y a des moments, oui, on n'arrive pas à faire grève, voilà. Mais on n'arrive pas à faire grève, c'est à la fois celles et ceux qui auraient bien envie de faire grève et celles et ceux qui n'ont pas envie, quoi. Et le but du jeu, c'est sûrement de faire en sorte qu'il y en ait plus qui passent dans la catégorie qui ont envie de la faire, quoi. Mais c'est pas eux et nous, quoi. Parce que et je pense que c'est un vrai problème, hein, vraiment dans les milieux militants, et que ça change vraiment la manière d'analyser les choses. Et du coup, sur les questions qui sont posées, enfin, franchement, je pense que c'est ça. C'est, je sais pas, on se retrouve. Enfin, mais c'est comme au boulot, quoi. Enfin, on se retrouve avec des gens, on cause avec des gens et avec des gens dont certains te disent plein de trucs inintéressants, mais de la même manière que eux, ils peuvent penser à des moments donnés que tu es en train vraiment de les faire chier avec des trucs qui ont vraiment aucun intérêt, avec tes histoires de syndicats, quoi. Voilà. Mais on vit ensemble et on cause, quoi. Et encore une fois, là, je parle pas évidemment, je parle pas de militants d'extrême droite, dûment encartés et qui, effectivement, essayent de développer un vrai discours d'extrême droite pour des raisons politiques totalement assumées. C'est deux choses différentes. Mais moi, voilà, j'ai envie de dire, les gens, ils font partie des gens et on fait avec les gens, quoi. Hein. Donc, sinon, il n'y a pas d'action de masse collective. Mais l'exemple des ronds-points, franchement, moi, depuis le début, ces histoires de ronds-points, j'ai vraiment fait le parallèle avec les grèves dans une boîte, parce qu'une grève dans une boîte, franchement, je le redis, mais une vraie grève qui marche dans une boîte, tu l'as fait avec tel ou tel collègue. Que franchement la veille tu te disais putain j'ai pas envie de causer avec, quoi, en fait, voilà, parce que on n'a rien à se dire, quoi. Bon, mais sauf que pour une raison ou pour une autre, le ou la collègue en question, il se retrouve dans la grève parce qu'il y a un chef qui a été assez con pour l'énerver, et que du coup il est dans la grève, et puis d'un seul coup il va participer à la grève, etc. Et que c'est aussi l'occasion d'avoir des discussions sur tu vois, par exemple sur le sexisme, en disant mais c'est pas toi qui disais que les femmes grosso modo elles devraient être à la maison, et ça, mais c'est bien quand même qu'elles soient aussi au piquet de grève finalement, tu vois. Enfin voilà, sur des trucs qui peuvent être un peu basiques, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Et dernière chose sur ce que je disais, on a loupé quelque chose sûrement sur au moment Covid, effectivement, avec y compris avec ce que tu reprenais, hein, sur dans l'exemple hospitalier, mais encore une fois ça a été un peu plus généralisé, même si c'est plus criant entre guillemets dans le secteur hospitalier, mais cet aspect en fait on a repris des choses en main, encore une fois pas théorisé du tout, mais parce qu'il fallait faire comme ça, et que voilà, on a fait comme ça. Et oui, je pense que le mouvement syndical, mais parce qu'en fait c'est des sujets qu'on n'a pas assez portés depuis de nombreuses années, et vraiment de nombreuses années, on n'a pas su effectivement derrière
donner les moyens qu'il y ait un certain nombre d'endroits où il y ait des expériences pour essayer que ça dure, etc., etc. Alors évidemment que ça n'aurait pas été simple, hein, il y a tout l'arsenal répressif après quand l'administration d'un hôpital ou n'importe quoi reprend les choses en main, évidemment que là d'un coup on te explique que c'est surtout pas à toi de décider, tu auras beau expliquer que mais pendant 3 semaines ça vous a pas embêté qu'on décide tout et qu'il n'y avait plus personne de joignable et tout le monde était caché parce que voilà. Mais ça, par exemple, je pense que, y compris ça, ce boulot-là, syndicalement, a été très peu fait, en fait, d'essayer de vraiment, pour le coup, d'appuyer un peu la tête sous l'eau, côté direction, administration, etc., à partir de ce qui avait été vécu pendant plusieurs semaines, quoi. Je pense que c'est effectivement dommage parce que il y avait une vraie opportunité de reposer des problèmes sur c'est quoi l'organisation dans une boîte, c'est quoi la hiérarchie, c'est quoi, enfin voilà, et du coup c'est quoi la hiérarchie au sens des relations, mais du coup y compris en termes de rémunération, par exemple, du coup. Donc, du coup, en fait, parce que... Et en plus, c'est des trucs qui se disaient à ce moment-là, en disant, mais en fait, c'est ceux qui gagnent 4 fois plus que nous, là, on les voit plus, et là, pour le coup, c'est des trucs dits, on en revient un peu à la même chose. Là, c'est des trucs qui étaient dits, qui pouvaient être dits par des gens qui, la veille, te disaient des conneries sur le racisme ou le sexisme aussi, hein, mais qui te disaient aussi, ouais, mais en attendant, là, les chefs, ils ont tous disparu, quoi. Et ça ne nous empêchera pas, à la fin du mois, de gagner 5 fois plus que nous. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Et là, je pense qu'il a... Bon, mais si on ne l'a pas fait, c'est aussi parce qu'on n'a pas les forces, hein. Merci.